Radio Pirate. Making history again. Beaucoup de choses en ce vendredi à la veille d'un week-end de 3 jours bien mérité, on va se le dire. Mr. White est salué, mon ami, producer de Radio Pirate Prime et de Radio Pirate Live. Je veux saluer Carlos the Punisher qui est avec nous sur le Prime ce matin comme plusieurs vendredis, quasiment facilement 4 vendredis sur 5. Donc, c'était le Freestyle Friday. Et là, ben, on est très mollo pour aujourd'hui. Mollo. Parce que c'est vendredi. Oui. Hier, on a lancé le week-end. On a écouté le match de hockey le plus tard qu'on a pu. Il y en a qui ont toffé jusqu'à 2 heures du matin pour la victoire des Panthers. Imaginez-vous comment les boys sont en ce moment. Imaginez-vous comment vidés ils sont. Moi, j'ai déjà fait des tournois de nuit. Bon, c'est un calibre correct, c'est un calibre le fun, là. On avait des gars de la NHL, puis il y avait des gars de semi-pro à travers, puis il y avait des gars de toutes sortes de calibres. Mais juste de jouer toute la nuit, si on se rendait en finale, puis on arrivait à 8 h le matin, tu finis à 2h30, 3 h. On m'a dit de quoi t'es magané. Mais là, demain, il y a un autre game. Là. Demain, il y a un autre game. J'ai fouillé pour toi. Je suis allé voir. Regarde, je suis allé à 2 places, puis ils m'ont donné à peu près le même chiffre. Une game d'hockey, un joueur de la NHL. Oui. Qui joue un match normal. Il doit perdre à peu près 1000 calories. C'est entre 2000 et 2500. OK. Wow! Mais là, je te dis pas que le gars, le défenseur qui joue 30 minutes, pas lui. Là. Puis le gars qui embarque 2 minutes, c'est pas lui non plus. Je parle le joueur moyen. C'est quoi le minutage d'un moyen d'un 15 joueur? minutes. Un 15, oui. Ouais. Bon. 15 minutes, le gars, tu perds 2500 calories. Entre 2000 et 2500. Donc, ça veut dire qu'un joueur comme Brandon Montour, qui joue à défense back and forth parce qu'il monte à l'avant beaucoup. Avec hier, quelqu'un disait dans notre groupe... Lui, c'est 2005. Il a fait facilement 12 km de patin. Lui, ça veut dire que c'est, dans un match régulier, 2500, 3000 calories. Oui. OK? Donc là, vous avez deux matchs et une période. C'est ça qu'on a eu hier. C'est 5e période? C'est la 4e période. Oh, c'est ça, c'est la 4e période, c'est vrai. Donc, c'est 2 matchs et c'est à la fin de la première période qu'ils ont compté. D'accord. Donc, ça veut dire que si on fait un calcul, une règle de 3 facile, un gars comme Brandon Montour, qui joue à défense à peu près 27-28 minutes par match, qui joue autant en haut qu'en bas parce que c'est un oui, très bon défensif, mais excellent en offensive, sur les power play, etc. Mon feeling, c'est que dans un match comme hier, lui, il a dépensé aux alentours de 7 à 8 000 calories. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, je sais qu'aujourd'hui, tu sais, Gretzky disait entre une période hier avec Bissonnette, pour les gens qui sont capables d'avoir le feed US de ESPN ou encore de TNT, Gretzky était là sur le panel. Lui, il se rappelait qu'il avait mangé dans des matchs qui ne finissaient plus. Le proposé au bâton allait au restaurant en haut, allait chercher des burgers et des pizzas. Il mangeait. Là. OK, parce qu'il n'y a pas pas le choix. juste un Gatorade. Là. Ben non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que... Tu sais, les gars ont mangé plus tôt. Donc, mettons que le match, c'est à 7 heures. Les gars ont mangé vers 4 heures, 4 heures et demie pour être sûr que, tu sais, qu'ils ne jamment pas. Mais là, à un moment donné, ça prend du gaz. Ça prend du gaz. Donc, dans le temps, ben, dans le livre de Pierre Gervais, l'excellent livre de Pierre Gervais, qui est un best-seller québécois, il nous parle d'un joueur qui a été très bon avec le Canadien, Ross Courtnall, qui avait des saisons de 37, 38, 39, 40 buts. Le chevreuil. Un gars qui patinait dans la teigne comme ça se peut pas. Le chevreuil mangeait 2 hot dogs sa plaque, moutarde, oignon, entre la 2e et la 3e. Pour donner un peu de gaz. Pour se donner un peu de gaz. À tous les matchs. OK? Donc, hier, c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux pas juste prendre des barres de protéines, des patentes. Des gels, là. Les marathoniens, ils prennent des genres de gels. Moi, je suis sûr, à un moment donné, qu'il y a eu des pizzas qui sont arrivées. Pas de pepperoni pour roter, puis tout, là, mais pizza full fromage. Donc, fromage te donne des protéines. Un peu de stock dans le fond, parce qu'à un moment donné, tu as besoin. Tu pognes le shake?
Tu sais, quand il n'y a plus rien dans le corps, tu pognes le shake. Incroyable. 6e plus long match de l'histoire. Moi, je me rappelle très bien le premier. Les Capitals de Washington, je me rappelle très bien, j'étais au bord, le Guinness, au Saguenay. Quand le but gagnant s'est compté, il était aux alentours de 3 heures du matin, 3h15. Dans ce temps-là, les bars fermaient plus tard que la police. La police était. Souvent, les polices étaient au bar. Donc, c'était pas trop stressant. C'est dans le temps où les règles étaient beaucoup plus en robeur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les règles, il y en a tout partout. Donc, on aime chienner la vie avec beaucoup de règles. Dans le temps, c'était beaucoup plus relax. Donc, bravo aux Panthers ce soir. C'est Vegas contre Dallas. Donc, comme le dit le Wall Street Journal aujourd'hui, c'est carrément un carré d'as sous les palmiers qu'on a cette année. Donc, extraordinaire pour les gens qui aiment le hockey. Très bon hockey. Bonne chance aux Remparts. Les Remparts, c'est ce soir, je pense. C'est ce soir. Ça pourrait se terminer ce soir. Ça pourrait être le dernier match. C'est sûr qu'il y a la Coupe Memorial si jamais ils gagnent. Mais ça pourrait être le dernier match ça va être le dernier match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Pour Patrick Roy, contentons-nous de ce qu'on a en ce moment. L'aréna va être bien plein, beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Puis, il ne faut pas faire de lien entre les Remparts et la Ligue nationale. Là. C'est des billets à 30$, 35$. Enjoy the moment. Il n'y a pas de comparaison à faire. Puis, c'est pas le but non plus. Regarde, les gens enjoy le hockey junior. Personne compare la NCAA. C'est ça. Donc, le football de la NCAA, la NFL. Faites pas des patentes demain, ça n'a pas rapport. Là. C'est qu'on doute pas. Moi, mon doute, c'est le côté financier. Moi, je doute pas de l'engouement des gens de Québec pour le hockey. Il manque 300-400 000 personnes dans la place. Oui. Il nous manque à peu près 10 000 personnes très riches. Voilà. Il nous manque Ottawa, ça. Il y a des marchés plus riches. On a un marché qui est quand même assez âgé. Si ça arrive, tant mieux. On se le souhaite, là. Mais je pense que de jouer cette game-là, d'abord, l'équipe ne bougera pas d'Arizona. C'est un marché qui est beaucoup trop... Ça, d'ailleurs, il faut que je parle à Régent. Régent, dans son texte d'aujourd'hui, est un peu mêlé là, sur la... Moi, c'est une ville que je connais bien. Là. Scottsdale, surtout. Scottsdale, Tempe, ces endroits-là, donc dans le coin de l'aéroport, c'est des endroits que je connais très bien. Pour moi, j'ai vu que le sondage a été fait hier par l'Organisation des Coyotes. Oui. Et j'ai été aucunement surpris de voir que les amateurs veulent que l'aréna ne soit pas à Tempe, que l'aréna soit à Scottsdale. Donc, Pima Highway, qui est le loop alentour de la région, là, le genre d'autoroute alentour qui a été inauguré il y a peut-être 25 ans. Parce que les premières fois que j'allais en Arizona, l'autoroute était en construction. Et par après, quand je l'ai essayé la première fois, ça a changé toute la patente. Là. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Mais quand vous arrivez au coin de cette loupe, il y a une loupe à l'intérieur, mais il y a une grande loupe qui fait la grande région. Là. Cette loupe-là, quand vous êtes au coin de Scottsdale Road et du terrain de golf, là, où il y a 200 000 personnes par jour qui vont voir le tournoi la fin de semaine du Super Bowl, ce coin-là serait le coin idéal pour bâtir l'aréna des Coyotes. C'est aux portes de l'aéroport, 12-13 minutes quand tu roules, quand ça va bien, 12-13 minutes de là. Tu es à Scottsdale très vivant. C'est the place à être. C'est une erreur d'aller foutre ça à... C'est quoi? Moi, ça s'appelait? Ça s'appelait pas Chandler, mais... parce qu'il y a une région, il y a une ville en banlieue qui s'appelle Chandler. Dans le coin, c'était Glendale. Glendale, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est comme si... Tu sais, c'est comme si tu avais une loupe alentour de Montréal puis tu mettais l'aréna à Joliette. Là. Mais Joliette va se développer. Puis c'est vrai que ça s'est développé. Puis c'est vrai que le stade de football est là. Sauf que le stade de football, c'est 8 games. Le hockey, c'est 42 games. C'est pas pareil, là. Tu sais, quand t'es allé à une place, t'es à 1 heure dans le trafic, sur l'autoroute, pour aller à une place, puis il faut que tu y ailles un billet de saison, et tu y vas 42 fois. C'est pas comme y aller 8 fois, là. C'est pas la même chose pendant tout, là. Donc... Puis par rapport aussi... Faut pas rêver en couleur. Tu sais, faut arrêter... C'est correct. Ça crée des articles, ça fait jaser. Mais les grands employeurs à Québec, là, c'est les hôpitaux, puis... L'Université Laval, puis le mouvement Desjardins. C'est ça. On s'entend-tu qu'on n'a pas de Boeing? Là? Non. Quand tu t'installes à Seattle, on s'entend-tu que ils ont pas mal de... Ils appellent ça des sièges sociaux. Oui, il y en a un qui disait ça, là, des sièges sociaux. Mais ici, là, on a... Il y a un côté... Moi, mon doute, Jeff, c'est de ce côté-là. Simplement. Puis l'autre affaire, restons sur le moment, mélangeons pas les choses. Restons sur les remparts. Il n'y a pas de lien à faire. Tu sais,
Si le maire de Québec fait ça, si Legault fait ça... Legault, il paraît qu'il l'a fait. Je ne l'ai pas entendu. Legault et le maire de Québec l'ont fait. Bon, je dirais pas rien sur leur état, là, parce que ça a l'air qu'ils sont bien fragiles, là, mais en tout cas, du moins, on appelle ça de l'opportunisme politique. Il n'y a rien de plus... Regarde, Legault, on le sait, il n'est pas trop stable. Ça, on le sait, il n'est pas trop stable. L'autre, là, il est flayé. Là. L'autre, il est flayé. Mais c'est des gars qui ne connaissent pas le hockey. Là. De dire des patentes de même, de faire la comparaison entre les deux, voyons donc, c'est des affaires qui ne tiennent pas à route. Restons focusés sur les remparts. C'est le fun. Mélangeons pas les patentes. C'est le fun. Il va y avoir 18 000 personnes ce soir. Ça. C'est peut-être la dernière game de Patrick Roy au Centre Vidéotron. Si jamais la série s'étire, on ne sait pas, c'est pas fini. Mais ça pourrait être ce soir la dernière game de Patrick Roy. Il va avoir certainement ça va être un feeling spécial parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec Patrick. T'sais, on ne sait pas ce qui va arriver avec Patrick. Patrick peut se ramasser dans la NHL. Patrick n'aime pas ça, entendre son nom tout partout. Il dit, par expérience, quand mon nom circule, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, c'est ce qu'il dit. Patrick m'a dit de quoi il connaît ça pas mal. Il connaît ça pas mal, puis je lui souhaite, il le mérite. Mais donc, enjoy the moment, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver après. Pour Patrick, et même pour les remparts. Jacques Tanguay n'a plus de contrat. Patrick Roy s'en va. Et Simon Gagné a été amené là et a été, parce qu'au début, c'était pas ça qui devait arriver. Là. C'est Simon le garochait dans l'action là. Et Simon, il a fait le pitch puis il a dit « Ce serait peut-être mieux que j'apprenne de toi un an. » Et c'est ça qui est arrivé. Mais là, Simon, il est amené là par Jacques Tanguay et Patrick. Mais là, si Jacques n'est pas signé et que Patrick n'est pas around, ben Simon, j'ai pas l'impression qu'il va être là l'année prochaine non plus. Donc, on ne sait pas. Hein? Il y a bien des affaires qui sont fragiles. Puis de passer d'une grande organisation, et c'est ça que Michel Cadrin, Jacques Tanguay et Patrick Roy ont fait. Et c'est un peu eux autres encore qui ont continué ça, même si les propriétaires sont maintenant québécois. C'est qu'on sent encore l'ADN de Jacques et de Patrick. Mais ça, si tout ça s'en va, je ne veux rien enlever à Martin Tremblay, qui est un bon yab, là. C'est juste que là, tu enlèves l'ADN de la patente. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec les remparts dans le futur? On ne le sait pas. Donc, enjoy the moment. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, c'est un moment extraordinaire pour les amateurs de hockey. J'aurais aimé avoir des billets ce soir, je ne vous en cache pas. Si jamais quelqu'un me propose des billets et que j'ai essayé de bonheur. J'en ai eu la semaine passée. Stéphane Bruyère m'a appelé. J'étais avec des bottes capées en train de travailler. Avec... juste un peu, je pense. J'étais avec une pelle mécanique. Là. C'est ça. J'étais avec une pelle mécanique, puis là, il est 6h30, le match est à 7h. J'étais un peu loin. Là. Mais t'es preneur? J'étais à peu près à 30. Ben, si ce soir, quelqu'un m'appelle un peu avant, je suis preneur. Je suis preneur, c'est sûr que je vais faire un tour, voir le match, puis essayer de vivre, je dirais, le feeling d'une première victoire des Remparts depuis 47 ans. Je pense que la dernière fois, Guy Lafleur était là. Les Remparts ont déjà gagné la Coupe Memorial, mais ils n'avaient pas gagné le championnat. Ils étaient là parce qu'ils étaient l'équipe hôtesse de la Coupe Memorial. Et c'est pour ça qu'ils étaient là. Il y avait un super de club cette année-là. Ils auraient dû gagner la Coupe du Président. Ça n'est pas arrivé, mais ils se sont pris pendant la Coupe Memorial et ils ont gagné la Coupe, mais ils n'ont pas gagné la Coupe du Président. Donc, ça serait une première en 47 ans. Voilà pour le hockey. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end de température correcte. Aujourd'hui, demain, dimanche, un peu plus instable. Quelques orages, peut-être ici et là, quelques averses à travers peut-être quelques éclaircies. Front froid qui passe encore. Ben oui, regarde, front froid qui passe encore ce week-end. Donc, nuit de certaines régions, pas loin du point de congélation pour les régions plus au nord. Donc, encore de l'air froid derrière ça. Si vous voulez avoir plus de détails, bien sûr, notre chum Carlos Ramirez, c'est lui qui l'explique le mieux sur Twitter. Allez suivre Carlos. Parce que la fin de semaine de la fête de la reine ou de dollars, normalement, c'est quelqu'un qui a déjà eu une genre de pépinière, là, des vendeurs de fleurs. Là. C'est habituellement le plus gros week-end de vente de fleurs. Voilà, c'est le week-end des fleurs. Ouais. Là, je ne sais pas avec la température. Moi, j'ai des fleurs. On a un très mauvais printemps. Plus on nous parle de réchauffement climatique et plus on dirait qu'il y a des gens qui nous envoient un message. Là. Ça veut dire calmez-vous. Il n'y a rien de plus normal. Un printemps sur 3, un printemps sur 4, c'est un printemps de même. Donc, ça nous rappelle qu'il faut se calmer les nerfs. Les gens anxieux qui ont peur de mourir, des changements climatiques, calmez-vous les nerfs. Il n'y a rien qui ressemble plus au printemps. Les fraises vont arriver en même temps.
Les terrains de golf sont ouverts les mêmes dates. On va repartir à l'automne aux mêmes dates. Ça se ressemble pas mal. Les gens qui cultivent vont couper les foins aux mêmes dates que d'habitude, s'il mouille, puis qu'il y a un peu de chaleur, donc, puis qu'il y a un bon mélange de température. Il n'y a rien qui ressemble plus à cette année qu'aux années passées, même si on essaie de jouer avec vos émotions, qu'on essaie de vous faire peur. D'ailleurs, là-dessus, si j'étais quelqu'un de mal élevé, et si j'étais quelqu'un qui vivrait, mettons, avec un cancer, puis que je serais à la fin de ma vie, où je pourrais me permettre des choses, il y a des gens qui mériteraient de se faire corriger verbalement. Parce qu'il y a des gens qui sont... Il y a des gens dans l'époque où on est, surtout des journalistes, des gens qui nous font la leçon depuis des années et des années. C'est des gens qu'on doit commencer à remettre à leur place. Le compte de Radio Pirate de Twitter est opéré par Mr. White. À l'occasion, je peux y aller, puis je peux me faire un tweet à l'occasion. Et j'en ai fait un cette semaine. Parce que mon chum Dan the Beast, que je salue, qui est quelque part dans le bois, au Québec, fait des chemins forestiers, m'envoie une photo d'un boisé qui est complètement blanc avec 1 centimètre de neige le 16 de mai. On a un printemps de merde, vous le savez, même que si vous êtes dans les coins les plus chauds du Québec, Gatineau, le sud de Montréal, l'Estrie, même vous autres, vous avez eu un printemps de merde. OK? Et j'ai mis la photo, j'ai marqué « Live au Québec le 16 mai » avec des petits flocons de neige. Et j'ai écrit « Les débiles qui vous font peur avec la terre qui brûle. Ce sont des fraudeurs et des crosseurs qui ne veulent que vous taxer. Ça inclut les profs, les journalistes, les politicos et les pinko green. Vous savez, ceux qui sont dans les organisations financées par nous-mêmes pour essayer d'attaquer le style de vie qu'on a, pour être sûr qu'on est de plus en plus pauvres. Mais à un moment donné, les autres ne comprennent pas que si on est trop pauvres, on ne sera plus capable de leur en donner. Donc, eux autres mêmes sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Les styles vivre en ville, de faire le même. Là. Et je termine en disant, à chaque occasion que vous avez, vous devez les insulter. Parce que, en fait, c'est de prendre leur technique. C'est le point, parce qu'il y a juste 200 caractères là-dedans. C'est exactement de prendre leur technique parce que ces gens-là vous insultent votre intelligence. Ces gens-là essaient de vous manipuler. Et vous savez une chose, les gens qui m'écoutent savent très bien, et je le dis très régulièrement, que je suis quelqu'un qui sait qu'il y a des changements climatiques. Je m'intéresse au climat, je m'intéresse à la météo depuis tout le temps, depuis que je suis tout jeune. Quand on m'a présenté, premier cours de physique, initiation à la physique, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais dans le temps, ça existait. Secondaire 3. Première chose qu'on a avec Jean-Yves Tremblay, un ami de mon père, un des boss des cadets de l'escadron de je ne sais pas trop quoi, de la polyvalente Charles Gravel. Mon petit Jean-Yves, avec les mains grosses de même, les grosses pattes, qui a même donné des coups de genoux dans le côté quand il trouvait que j'étais tannant. Mais il savait qu'il pouvait le faire, parce que c'était un chum à mon père. Qui me donnait des bines en arrière de la tête, PAC! Pour être sûr que j'écoute un peu plus. Quand mon chum Jean-Yves nous a présenté cette session-là, on fait que de la météo. Jean-Yves était un maniaque de météo. On a fait des ballons, on a fait toutes les patentes, on a tout compris, la pression, les cils. C'était un des cours en secondaire 3 que je me souviens le plus. J'adore m'intéresser à la météo. J'ai déjà pensé être météorologue. Pas un liseux de météo, mais un vrai de vrai météorologue. Pas quelqu'un qui a été météorologue toute sa vie et qui rêve de passer à la TV tous les jours en faisant peur aux enfants. Pas de même. Un vrai de vrai. Donc, ça m'intéresse. C'est ça que je veux vous dire. C'est que ça m'a toujours intéressé. Puis, j'ai toujours été intéressé par les maths, la science, beaucoup la physique. La physique, la chimie un peu moins, beaucoup trop de par cœur pour moi. Je déteste le par cœur, mais la physique, toi, était le fun. Hey, faire tomber de quoi, calculer la vitesse, calculer son poids à l'impact, etc. Ça fait le fun. Et là, maintenant, on se fait faire la leçon par des crises de journalistes. Des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'on est en train de parler là. Des gens qui sont devenus des supposés sommités en climat. Du monde qui ont décroché des maths en secondaire 3, là, qui sont passés de maths réguliers à maths
Il y avait un genre de patente là, de Matt Slobin un peu. Là. Puis des gens aujourd'hui qui nous font la leçon, ils l'ont fait tout le long de la COVID, les sacrements. Donc là, j'ai un gars de la presse qui prend le tweet de Radio Pirate et qui dit « Voilà où s'alimentent, entre autres, les trolls et les climato-sceptiques qui inondent les comptes des journalistes en répétant leur mantra. Les changements climatiques n'existent pas. » Avec une photo de neige au Québec le 16 mai. Bref, étaler publiquement son ignorance et s'en vanter. Un journaliste de la presse. Un journaliste bien ordinaire de la presse. Média hyper subventionné, bourré de patentes un peu bizarres, entre autres d'une histoire où ce que les gens peuvent faire des dons et de mettre ça dans leur impôt pour récupérer l'argent qu'ils ont donné au journal. Même un peu bizarre comme journal. Là. Se faire la leçon. Premièrement, OK? Premièrement, si le bonhomme en question, un dénommé Champagne, veut jaser avec nous, il est le bienvenu. Et il va découvrir une chose. S'il y a quelqu'un qui sait qu'il y a des changements climatiques, c'est moi. Je ne suis jamais caché qu'il y a des changements climatiques. Il y en a eu depuis l'histoire de la Terre, il y en a tout le temps, continuellement. Sans arrêt. Des choses qui changent. Le côté sur lequel on ne s'entendra pas, c'est comment ça arrive, quel est le pourcentage que l'humain a à voir là-dedans, puis surtout, quelle va être la Terre dans 100 ans. Ça, on ne peut pas s'entendre. Ça, moi, le côté, on l'a expliqué hier, le côté de la vision, on s'en va dans le mur, la Terre brûle, la fin du monde s'en vient, on s'en va en enfer. Si vous voulez garder cette patente-là, vous êtes toujours le bienvenu à venir jaser ici. Mais si c'est votre but, vous allez pogner un os. Parce qu'au contraire, il y a des opportunités extraordinaires. Il y a des moments où au contraire, il y a il y a des défis. Mais c'est là où l'humain va être capable de se surpasser. Et vous allez voir, c'est sûr que ça ne viendra pas des journalistes. Ça va venir d'ingénieurs, ça va venir de gens qui vont à l'école, ça va venir des pays riches, des gens qui sont capables de dire « Hey, on se tape dans les mains puis on répond aux défis de demain. » Puis l'autre affaire, je ne serai pas comme, entre autres, le gars qui fait des sondages au Québec, qui nous pose la question « Ouais, pensez-vous qu'on devrait tuer du monde tranquillement, là, paisiblement, pour sauver la planète? Pensez-vous qu'on est peut-être un peu trop nombreux? On est 8 milliards, on sera dans à peu près 25-30 ans, on sera 10 milliards. Pensez-vous que c'est le temps de commencer à éliminer des humains? Ça, c'est bizarre. Ça ne marche pas, là. Ah oui. Attends un peu. On s'entend que si le gars c'est pose gros, ça. Non, mais c'est gros, ça. Oui, c'est gros. Ben, Ça veut dire, moi, j'offre à ces gens-là de le faire en premier. Oh, Puis oui. nous, on va rester et on va checker si ça améliore les choses. OK, c'est nous qui va checker. Oui. Donc, je veux juste inviter le journaliste à venir jaser de changement climatique et de météo. On va même inviter Carlos Ramirez. Puis, je veux voir qui va étaler son ignorance. Il s'appelle Éric Pierre Champagne. OK. C'est ça son nom. OK. C'est parce qu'il marque EP Champagne. OK. C'est Éric Pierre Champagne. Ben, regarde, Éric P. Champagne peut... Voilà. Éric P. Champagne peut s'exprimer, mais je ne suis pas sûr que je peux dire que Éric Champagne est un ignorant sans avoir des... Oh là, on va aller devant les tribunaux comme le maire de Québec, la minute qu'on lit. Mais eux autres peuvent nous insulter sans problème. C'était ça, mon liner. On est insulté continuellement par cette gang de gens qui, je ne sais pas pourquoi, avec la peur, je pense qu'ils ont réalisé qu'ils sont capables d'avoir de l'attention. J'imagine que c'est bon pour leur business, c'est bon pour leur job, je ne sais pas. Mais je sais qu'ils se font une spécialité d'insulter les gens qui ne pensent pas comme eux. Et nous autres, on est très bonasses. On prend ça avec un grain de sel. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on doit commencer à utiliser leur technique. Parce qu'eux autres ne s'en privent pas. 0, 0, 0. Ah, il étale publiquement son ignorance. Le climato-sceptique. Climato-sceptique, je suis zéro climato-sceptique. Je pourrais même vous dire, j'ai déjà même dit que je pense que les hydrocarbures et que les humains, on est quoi, 8 milliards, ont probablement 50% de un rôle. Le rôle dans les changements, c'est probablement 50% de la faute des humains. On est là, on brasse des affaires, on brasse des patentes. Tu sais,
Qu'est-ce qui peut arriver d'autre que d'avoir des changements au monde dans lequel on vit? C'est tout à fait normal, tout à fait logique de le penser. Je ne veux pas vous dire c'est 50. Ça peut être 50, ça peut être 42, peut-être 61 aussi. Mais il y a aussi beaucoup de choses que si demain matin, le Québec fait tout ce que ces extrémistes-là nous demandent de faire, c'est que demain matin, le Québec disparaît au complet, puis on laisse pousser des arbres à grandeur, et je ne suis pas certain qu'on a un impact. Pas certain qu'on a un impact. Ce serait intéressant d'avoir ce gars-là et Carlos Ramirez. Ben, c'est ce que je dis. C'est Donc, vraiment, EP Champagne peut venir jaser avec des climato-sceptiques. Il peut venir jaser avec des gens ignorants. On l'invite. Il ne viendra pas. Mais je tiens à l'inviter quand même parce que c'est des gens qui ont un permis d'insulter. Nous, je sais on doit faire attention. Je sais qu'on est marqué au fer rouge. Eux ont cette carte magique de pouvoir le faire sans conséquence. On a vu on a vu là, dans l'histoire du maire de Québec, c'est le gars de l'opposition qui le disait. Il dit, moi, je suis attaqué quotidiennement par le maire de Québec. Il dit, lui, il peut, il dit, j'aime pas Dominique Moret, mais il dit, il reproche à Dominique Moret de faire ce que lui-même fait envers moi. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc, à partir de maintenant, on continue à endurer leurs attaques ou encore, on joue leur game. Moi, je pense qu'il faut jouer leur game. Moi, je pense qu'il faut sauter à pieds joints puis sauter dans le combat qu'eux autres. C'est un combat, là. Ils ont une technique, ils ont une manière de faire. On l'a vu pendant la COVID, ça a fonctionné. Ils prennent cette manière-là, ils l'utilisent encore. Ils jouent beaucoup avec la peur. Là, maintenant, quand les gens exagèrent, quand ils vous racontent des sottises, il faut faire exactement ce qu'ils vous font. Il faut les insulter comme ils vous insultent. C'est le seul moyen. Il pogne les nerfs en ce temps-là. Il pogne les nerfs. Il n'aime pas se faire servir la soupe qu'il donne aux autres. C'est ça qui est bizarre. Hey, on est prêt pour Yann Sénéchal dans les prochaines minutes. On peut parler avec Yann de ça, d'ailleurs, et d'un paquet d'autres sujets, parce que c'est le vendredi. Tout va bien. Beaucoup de hockey, comme on le disait. Congé de 3 jours. Oui. Le vin de l'aubergiste. Yes. Regarde, beaucoup de plaisir à venir. Stand by pour Yann sur Radio Pirate Live. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, est avec nous en ce vendredi. On a les 2 pieds sur le pouf. On est still prime. Ouais, on file déjà le week-end. Yann, t'es de bonne humeur, mon ami Yann? Ah, top shape. Oh, yes, il y a du pouvoir dans ce micro-là aujourd'hui. Tiens-toi. Hey, je ne sais pas si tu as entendu, je sais que tu étais là, de voir comment les gens des médias se comportent face à toutes les histoires de changement climatique. Quand on essaie de leur demander, parce que une des choses que je n'ai pas dit dans l'ouverture et que je veux te dire, c'est que il y a on a vu le gars qui demande, le monsieur des sondages demande, ouais, est-ce que c'est une bonne idée de mettre fin, peut-être de diminuer le nombre d'humains de manière paisible? Ensuite, l'autre affaire qu'il y avait, c'est, je vais juste essayer. Mais moi, je veux savoir les moyens. Vous me dites ça comme ça, là, vous voulez... Ben, je sais pas, c'est peut-être un genre de... Un genre de permis pour avoir des enfants? Non, j'ai comme l'impression qu'ils veulent en éliminer. Ah, OK. Parce qu'on avait l'occasion, on avait un virus récemment pour diminuer le nombre... C'est des contradictions qui sont dures à suivre. On avait un virus récemment, ce qu'ils nous ont dit, pouvait tuer des millions et des millions de personnes. C'est pas arrivé. Mais on s'est tout encabané, on a pogné les nerfs, on a chambardé l'économie du monde au complet pour essayer de se protéger de ce virus-là. Finalement, on l'a tout pogné anyway. Et on avait une opportunité de faire un nettoyage. Mais Jeff, toi puis moi, on dit des affaires de même. On se fait traiter d'eugénistes. Immédiatement, on a tout le monde sur le dos. C'est l'enfer. On peut pas dire des affaires de même. Passer de 8 milliards à 2 milliards, ça implique 6 milliards de personnes qui disparaissent de la carte. Là. Je veux dire... Mais ça arrive dans le livre de Dan Brown. Là. Oui, ça vient du livre de Dan Brown. Lui, c'est un virus pour éliminer du monde sur la Terre. Mais pourquoi eux autres ont le droit de dire des affaires de même? Ça, c'est Inferno. Là. Ça, c'est un livre. Ouais. By the way, ça fait 10 ans qu'il est sorti aujourd'hui. En plus? Ben, c'est mai 2013.
Ça fait 10 Bon ans. petit livre, ça. C'était bon, ça. Excellent livre. C'est un bon livre, sauf qu'il y en a que ça... Mais c'est une histoire, là. Je sais. C'est un roman. Écoute, dans les autres affaires reliées à ça, on a le texte d'hier de la presse qui a été repris également par Le Devoir. Puis ces gens-là nous disent, j'en ai parlé hier vite, là, mais ces gens-là nous disent, ouais, là, il ne faut plus calculer l'empreinte de gaz à effet de serre, il faut calculer le nombre de ressources en volume que chaque Québécois consomme. Donc, l'IRIS, qui est le pendant économique de QS, nous est arrivé... T'as peu. T'as-tu déjà vu le CV du monde qui est là? Ben, je sais Il n'y qu'il a n'y a pas personne beaucoup... en économie là-dedans. Là. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'économistes. C'est juste de la politique. C'est des gens qui ont étudié une maîtrise en sciences politiques, doctorat en sciences politiques. C'est des sciences politiques, les affaires. Il y a zéro économie là-dedans. Là. Ben, en tout cas, de ce que je comprends, ils ont fait une étude qui dit que nous consommons 19 tonnes de ressources par année. OK? Donc, de la bouffe, de l'essence. Je ne sais pas comment l'étude a été faite, mais il arrive à 19. Et eux nous disent que si on veut sauver la Terre, qu'on doit couper de 19 à 9. C'est plus que la moitié qu'on doit couper. Et là, Le Devoir, il y a un journaliste du Devoir qui s'appelle... personne... Oh, ben tu, il m'a barré. Donc, j'ai plus accès, il m'a barré. Donc, j'ai demandé... C'est donc bien drôle, ça. Pourquoi il me barre? J'ai juste demandé... Pourtant, c'est très poli. J'ai dit... Lui, il dit, ben là, il faut faire quelque chose. Là. Il faut couper le nombre il faut diminuer notre... Ben, c'est comme... On en a déjà parlé, là. C'est la diminution de ce qu'on consomme. On s'en va vers une économie de décroissance, etc. Donc, j'ai demandé poliment, allez-vous finir par nous dire ce qu'on doit faire pour sauver la planète? Arrêtez de tourner du pot avec les accusations mielleuses. « Ah, vous êtes trop, vous consommez trop, vous avez des VUS, vous mangez trop de steak, etc. » J'ai dit, un peu de courage, les communistes. Faites la liste des choses concrètes qu'on doit faire. On veut lire, on veut voir la liste, mais on veut surtout voir le déséquilibre qu'ils vont nous exposer. Ça va être du grand déséquilibre. Mais volontairement, ils ne veulent jamais nous dire concrètement ce qu'ils voudraient qu'on fasse. Sais-tu pourquoi? Ils s'en foutent. C'est pas important. C'est pas ça le but. L'objectif, c'est de se mettre une cape verte sur le dos. C'est d'être vertueux. C'est d'être dans la bonne équipe. L'objectif, c'est que des gars comme toi, qui sont dans la mauvaise équipe, soient vus comme des mauvaises personnes. Un peu comme l'histoire de Marchand puis Moret. Là. Moret, il n'a rien dit de mal. Franchement, c'est n'importe quoi. Oui. Mais la réalité, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on surveille notre adversaire politique pour qu'il dise une gaffe éventuellement pour essayer de le faire tomber. Je veux dire, on connaît la game de notre côté, là. On l'a vécu en masse. Mais l'affaire de la planète, c'est la même affaire. C'est les bons, on est les méchants. T'aimes le steak, t'es un méchant. T'es un vegan, tu fais chier tout le monde avec ça, t'es une bonne personne. Tu sais, à un moment donné, cette division-là ne sert en réalité qu'à leur propre notoriété ou leurs propres médias. Puis tu sais, des fois on est là, ouais, mais pourquoi ils vont contre le monde? Pourquoi ils vont contre le monde? La réalité, ces gens-là, ils vont contre le monde parce qu'ils ne sont pas à la recherche d'une quantité de clics importante. Ils sont à la recherche des bons clics. Ils veulent faire partie de la clique. Tout tourne autour de ça maintenant. Dans quelle équipe tu joues? C'est qui ton adversaire? Puis tu essaies de faire mal paraître ton adversaire sans arrêt. Tout est bâti là-dessus tout le temps. Puis c'est ce qui amène à un climat qui est extrêmement lourd, puis que le monde, ils n'ont plus le goût de lire les nouvelles. Là. Oui. Après ça, ils se demandent pourquoi ils disparaissent. Comment? Il n'y a plus personne qui veut lire ça. Là. Puis leur cercle d'influence diminue sans arrêt. Tu le vois dans les revenus et tout ça. Mais ils persévèrent parce que les bonnes personnes se lisent entre eux. Tu sais, c'est comme s'ils se sont déconnectés de la population au complet. Tu sais, quand tu dis des affaires de passer de 8 à 2 milliards sur la planète, là, t'es en train de tuer du monde, là, d'une manière coercitive. Oui, carrément. Puis tu veux pas le dire. Je vais te dire, moi, je pense que dans le tweet, c'est assez clair que ce qu'il dit, lui, c'est qu'il trouve que ça a bien de l'allure. Tu sais, je veux dire,
Sinon, tu le dis, là, tu dis, mais voyons, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? C'est complètement fou. Je veux dire, on a peut-être des défis, il y a peut-être des choses qu'on devra changer, il y a peut-être des choses qu'on devra s'adapter. Mais je veux dire, là, d'éliminer du monde, de parler de ça ouvertement, comme si c'était du bétail. Puis même du bétail, on est rendu qu'on a de la misère à savoir qu'il y a du bétail qui se fait tuer et qu'on les mange. Je veux dire, c'est comme mal vu de tuer un porc pour qu'on le mange, mais là, le porc, ça nous fait de la peine, mais les humains, là, on faudrait pas faire un nettoyage. On a 2 milliards de trop facile. C'est incroyable. Puis ils mettent jamais le bon côté de la médaille, parce que la réalité, c'est qu'à toutes les fois qu'on voit des nouvelles sortir comme sur les mini-réacteurs nucléaires plus sécuritaires, ça, c'est des bonnes nouvelles, normalement. Quand on voit des nouvelles sortir sur la fusion nucléaire, ça, c'est des bonnes nouvelles. Tu dis, oh, les shit, attends un peu, si on réussit à implanter ça le réellement... Le e-fuel aussi. Exactement. Puis toutes ils pensent qu'ils ont inventé l'économie circulaire, les gauchistes. C'est quand même drôle. Alors qu'en réalité, je pense qu'on a eu un podcast avec Pierre Desrochers qu'on entend trop peu souvent au Québec, là, qui nous a fait un tour de la question complète de l'économie circulaire en disant que naturellement, l'état d'esprit numéro 1 des entrepreneurs, c'est l'économie circulaire. Il n'y a personne qui aime rejeter des déchets dans son processus manufacturier. Là. Éventuellement, on aimerait ça transformer tout ce qu'on peut en source de revenus. Je vais te donner un exemple. La biomasse, par exemple, c'est quelque chose qu'on a discuté cette semaine. C'est quelque chose qu'on n'a pas poussé énormément au Québec par rapport aux pays scandinaves, par exemple, mais on a beaucoup, beaucoup de déchets forestiers de notre côté. Ces déchets forestiers-là sont enfouis dans le sol. Quand tu parles à certaines entreprises, il paraîtrait qu'il y aurait comme une entreprise dans la région de Lévis, par exemple. À chaque année, c'est 800 000 $ qu'ils doivent dépenser pour enfouir le bois qu'ils produisent dans le sol. Y a-tu pensé? Ouais. Tandis que ce bois-là peut être utilisé comme source d'énergie pour des chaudières de biomasse. Là. On pourrait l'utiliser. Mais la raison pourquoi on n'a jamais développé l'expertise au Québec est extrêmement simple. C'est que les grands industriels qui voulaient développer du manufacturier, ils avaient accès à des tarifs subventionnés d'Hydro-Québec vraiment pas chers. Fait que ça a enlevé tout incitatif à développer des sources d'énergie plus intelligentes. Mais si tu arrives et tu fais payer le vrai prix à ces industries-là, tu es dans une position où tu te dis, ben écoute, peut-être que la biomasse fait du sens parce qu'en Scandinavie, ils trouvent que ça fait du sens aux autres de leur côté aussi. Puis si tu commences à implanter des solutions comme celle-là, ben l'entreprise qui doit payer 800 000 pour enterrer des résidus de bois ou de foresterie, ben elle peut avoir ça comme un revenu. Elle peut les vendre maintenant. Puis ça, c'est un game changer pour bien des business en termes de productivité. Là. Fait que tu sais, t'es là, tu te dis, quand vous voulez vraiment penser aux solutions qui existent, éventuellement, pour améliorer n'importe quoi, puis je dis pas que j'ai raison, c'est juste des exemples que je donne comme ça pour vous montrer qu'il y a pas mal plus de solutions au niveau de la technologie, puis de l'innovation, puis de l'ingénierie, que vous pouvez y penser. Puis l'espoir est réellement là. On est à une découverte près de changer complètement qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir de l'humanité. Puis il n'y a rien qui nous dit, par exemple, qu'on ne pourrait pas un jour continuer notre expansion en dehors de la planète. Tu sais, ça a l'air un peu irréaliste en 2023 de dire des choses comme ça, mais après des découvertes technologique dans 200, 250 ans, qu'est-ce qui nous dit qu'on ne sortira pas de la planète, justement, et qu'on n'ira pas sur d'autres planètes éventuellement? Fait que, tu sais, on a vraiment la prétention d'avoir beaucoup plus d'impact qu'on pense sur la Terre, première des choses. Puis la deuxième des choses, c'est on refuse de voir le potentiel de l'humain pour continuer son développement puis continuer à régler ses problèmes. La réalité des gaz à effet de serre, elle est réelle. Il n'y a personne qui est climato-sceptique ici. Par contre, on voit qu'on s'est amélioré aussi dans les dernières années et tout le monde fait comme si ce n'était pas le cas. Mais on s'est amélioré. Puis personne ne le dit. Puis ça va dans la bonne direction. Puis l'amélioration ne vient pas des crises de paille en plastique ou ben non, des fourchettes en bois du McDo, sacrément. L'amélioration, elle vient des technologies. Entièrement. L'amélioration ne vient pas de la décroissance. C'est ça qu'on dirait que c'est ce bout-là qu'ils ne comprennent pas. Ou ils savent très bien qu'ils veulent nous rendre au même niveau que des paysans au Moyen Âge. Là. Parce qu'on dirait qu'ils veulent nous envoyer là. C'est-à-dire, écoute, on dirait que ce qui est fait chier, c'est qu'on ait le droit de voyager, nous autres aussi. Oui, c'est ça qui fait chier. Les autres, ils veulent pas qu'on soit comme un farmer de 2023 où ce que le gars utilise la technologie sur sa ferme,
Des fois, il n'y a même pas besoin d'employés. Il ne trouve plus d'employés pour travailler, mais sa ferme est, autrement dit, automatisée, puis il y a beaucoup de nouvelles choses, on va dire, très, très sophistiquées. C'est pas ça qu'ils veulent, eux autres. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est la décroissance, puis nous amener au Moyen Âge. C'est ça qu'ils veulent. Ben écoute, tu sais, l'affaire, c'est que je crois que ça va dans la bonne direction, dans le sens que leur impact diminue tout le temps envers la population. Il est encore trop grand, tu vas dire, au Québec, puis je suis d'accord. Mais le trend est quand même dans la bonne direction. Ils sont en train de perdre de l'influence. Ouais, je suis obligé de te dire, puis t'es dans le milieu de... Moi, je sais que Joe Hamel est très optimiste, puis tu sembles l'être aussi. Moi, je suis un peu plus peut-être pas négatif à ce niveau-là, mais je suis moins optimiste. Je vis toujours d'espoir, c'est-à-dire qu'effectivement, le pire est passé puis que le beau temps s'en vient. Mais, tu sais, quand tu vois que... Parce que d'abord, il y a des choses là-dedans que je savais, puis le temps me donne raison, malheureusement. J'ai une bonne feuille de route. Moi, j'avais dit, les voitures électriques, c'est juste une histoire pour essayer d'attaquer le pétrole. Quand ils vont réaliser que les voitures électriques, il y a une production de masse qui s'en vient, que les gens sont capables, certaines personnes sont capables de s'en payer, qu'on commence à en voir, ils vont trouver un moyen de nous dire que la voiture électrique, finalement, ce n'est pas mieux. Dans l'article du Devoir, c'est exactement ce qu'on dit. Finalement, oui, l'empreinte carbonique est peut-être moindre, mais l'empreinte matérielle est la même, etc., etc., etc. Moi, c'est les ESG qui font penser que l'environnement, puis toutes les patentes woke qu'on voit, puis les monsieur, madame qu'on voit à première page des annonces de Adidas, puis de Sports Illustrated avec le chanteur allemand en costume de bain. Moi, j'ai l'impression que ça finira pas tant que le milieu financier dans lequel tu es ne fera pas un gros X sur ce qui se passe, parce que là, on apprend hier, dans le milieu, j'ai appris ça hier, dans le milieu de l'immobilier, là, les fonds immobiliers, les REIT. Les REIT, tous ces fonds-là, maintenant, les fonds les fonds financiers vont débarquer des propriétaires d'immeubles qui ont des compagnies de pétrole puis des choses comme ça dans leur... Ah oui, c'est pas une joke. Donc, moi, tu sais, d'un côté, je me dis, la folerie, on le voit, le monde sont écœurés, ça se peut pas. Comment le monde est écœuré? Mais d'un autre côté, après que Budweiser se soit pété à la gueule, Miller Lite fait une campagne pareille 2 semaines après, le Sport Illustrated fait la même chose et Adidas fait aussi la même chose. My God, là, je veux dire, même en perdant 23-24 % de leur vente de bière un an, avril à avril de l'année passée, ben Miller Lite décide de sauter là-dedans parce que le milieu financier veut absolument qu'on fasse ça, sinon il nous pénalise. Ben écoute, il y a plusieurs choses là-dedans. Premièrement, la voiture électrique, présentement, est en train de se faire larguer par les écolos. C'est-tu parce que finalement, le peuple a le droit de s'en payer? Oui. Ou a la capacité de s'en payer? Oui. Tu sais, parce que c'est ça qui était cool, la voiture électrique, c'était que tu pouvais faire chier tout le monde en te vantant que tu en avais une. Puis la réalité, tu n'étais pas en train de dire que tu étais plus écologique que tout le monde. Tu pouvais dire au monde que toi, tu faisais de l'argent, puis les autres, c'était tous des hosties de pauvres. Voilà. C'était ça, les premiers chars électriques, là. Elles n'ont pas pensé que c'était pour sauver la planète, là. Mais là, il n'y a plus personne qui rentre dans un souper et qui est hot de dire qu'il y a un char électrique. Tout le monde en a partout, là. Je suis bon d'avoir un. Oui. Tu sais, Jeff Fillion avec un char électrique. On me traite de climato-sceptique, je vais avoir un char électrique avant lui. Mais tu sais, ça, c'est une chose. L'autre chose, dans ce que tu dis, le milieu financier, quand il est dans des temps d'excès, ben, il crée des excès. Donc, tout ce que tu viens de nommer, dans ma tête, dans ma perception, c'est des excès. Tu vois vraiment les gestionnaires de portefeuille, les grands financiers du monde qui ont une tendance plus conservatrice à être un peu mal à l'aise avec toutes sortes de choses qui se passent. Non pas en termes de valeur, mais en termes tout simplement de prix puis de dépenses un peu folles. Puis quand une entreprise commence à aller contre l'intérêt premier de ses propres actionnaires pour des esti-niaiseries ESG de même, ben la réalité, c'est que tu te dis on arrive proche d'une fin de cycle. Puis ça, la beauté de la finance, c'est que
les cycles se corrigent d'eux-mêmes. Tu sais, les cycles existent réellement. Ce qu'on voit peut-être moins dans le milieu médiatique, c'est le fameux retour du balancier qu'on attend depuis toujours. On ne voit jamais arriver. Dans le milieu politique, sensiblement la même affaire. Mais en finance, il y a une réalité. C'est quand que l'argent est facile, on fait des Christine niaiseries. Puis quand l'argent est tough à aller chercher, puis que les marges de profit baissent, puis qu'il y a une récession, bien, tout redevient normal. On revient à la base assez rapidement parce que des emplois sont en jeu, parce que des profits sont en jeu, puis parce que des stocks d'actionnaires sont en jeu. Mais de vivre de l'excès dans des situations comme en 2023, c'est pas quelque chose qui est si surprenant que ça. Fait que c'est la raison pourquoi je m'en fais pas trop. Moi, je sais que c'est une mode, le ESG, puis ça crée des opportunités pour les gens qui s'en vont contrariant à ça. Tu sais, au début, j'ai toujours trouvé ça insignifiant. J'ai toujours trouvé que ça n'avait aucun intérêt, le ESG. Mais plus on va avancer dans le temps, plus on se met dans une position où est-ce que finalement, ceux qui vont remplir les coffres de compagnies anti-ESG, c'est eux qui risquent de faire de l'argent. Juste dire aux gens, parce que je sais qu'on le dit souvent, là, puis on en parle régulièrement des ESG, là, mais c'est quand même pas du concret pour tout le monde. ESG, c'est un genre d'étiquette un peu comme ISO 9000 quelque chose. Ouais. C'est que les entreprises, ils ont un CA avec la moitié de femmes, la moitié d'hommes, il y a un noir, il y a un espagnol, il y a une femme en chaise roulante, il y a un monsieur, madame, etc. Tu viens de décrire le G là, dans cette histoire-là, gouvernance. Ensuite, c'est des patentes plus green, etc. Puis, ça, c'est le E. Environnemental, social et gouvernance. La gouvernance, c'est le G que je viens de nommer. C'est ça. Donc, le social, ben c'est... Tu peux penser à des campagnes de pub comme Amber Bush. C'est ça. C'est ça. Exact. Donc, des patents de même. Là. Donc, c'est pas... Hey, tu m'as parlé vite du maire de Québec et de l'histoire de Dominique Moret, qui n'est pas d'histoire. Mais dans l'histoire, il y a quand même une autre histoire. Par les deux fois qu'il a parlé à la presse à ce sujet-là, qui est un non-sujet en passant, Écoute, c'est soft comme ça. Bon, il n'y a plus de controverse à la radio si on est rendu là. Il n'y a plus de controverse. C'est ça. On s'en va vers quelque chose d'assez gris, merci. Là. Ça va être assez plate, merci. Mais l'histoire que Marchand revient 2 fois en 24 heures en nommant Sortons les poubelles. Moi, j'ai l'impression que l'histoire du juge qui a donné la permission aux demandeurs d'avoir accès aux adresses IP des gens qui sont derrière, entre autres, surtout là, le compte Twitter, parce que c'est lui qui est le plus caché. Facebook et le site web ont été découverts, on sait c'est qui, là, les Julien Gaudreau de ce monde et son associé. Mais puis je comprends qu'aussi la majorité de la manière de fonctionne avec des VPN, mais avec le nombre d'années, il y a probablement eu de l'indiscipline, puis le VPN n'était pas en marche, puis par excès ou par émotion, ils ont écrit quelque chose au moment donné, puis ont oublié d'activer le VPN. Donc, ils auront accès à une multitude d'adresses IP qui vont les amener, pas juste au niveau du syndicat là, de la fonction publique dans le coin de Le Bourgneuf, que moi, j'ai déjà espionné d'une certaine mesure les gens qui intervenaient sur les réseaux sociaux sous le nom de Sortons les poubelles, et ça nous donnait souvent cette adresse-là. Mais mon feeling, c'est qu'il y aura à l'intérieur de ça beaucoup de gens très proches du politique. QS et tous ceux qui sont proches de QS. On sait qu'on a un maire à Québec qui, finalement, on ne le savait pas pendant la campagne, mais on le sait qu'il est très QS. Moi, je trouve ça... Les organismes communautaires. Les organismes communautaires, effectivement. J'ai trouvé ça vraiment spécial par 2 fois que ça énerve le maire d'une démocratie de voir que des gens, sous le couvert de l'anonymat, puissent diffamer et attaquer n'importe qui ne sont pas de leur idée, et que si jamais le maire vivait la même chose avec un compte créé qui s'appelait « Sortons le maire poche de Québec Marchand », puis qu'on ne savait pas c'était qui, puis que ça diffamait sur sa famille, puis que ça mettait des photos de sa maison, puis que ça parlait de ses enfants, puis que ça l'attaquait, puis ça prenait des bouts de son discours, puis ça coûtait des bouts pour être sûr qu'il a l'air d'un fou. Pas certain que le maire de Québec serait bien content d'avoir un site ou un compte Twitter qui s'appelle « Sortons le maire cave de Québec ». D'après moi, il n'aimerait pas ça bien, là. Ah non, je pense pas qu'il aimerait ça. Tu sais, ça revient à ce qu'on a dit pendant tout le temps. Puis ce que j'aime des décisions qui ont été rendues dans le dossier de Radio X, c'est que ça va directement
vers où ce qu'on disait, dans le sens que tu peux être anonyme, tu peux cacher ton identité, tu as le droit de faire ça, mais ça ne t'enlève pas la responsabilité de bien agir. Tu ne peux pas aller diffamer grâce à l'anonymat. Tu perds ton droit à l'anonymat la journée que tu diffames. Puis dans ce cas-ci, c'est ce que la Cour semble dire. Elle dit, oui, il y a matière à aller obtenir le nom de ces personnes-là ou les adresses ou les coordonnées. Ben, ça prouve un peu le point. Même si tu es anonyme, tu es obligé de te comporter comme du monde. Fait que tu sais, c'est une bonne affaire parce que c'est là qu'on veut que ça se règle. Moi, je préfère que ça se règle dans une salle de justice que ça se règle dans un bureau de hippies qui servent de censeurs à Twitter, là. On le voit sur Twitter, il y a beaucoup moins de contrôle qu'avant, depuis que la moitié du staff est parti et tout ça. Fait que c'est un peu le free-for-all, mais au moins le free-for-all, tu es dans une position où est-ce que tu te dis, ben écoute, c'est transparent des deux bords, il n'y a pas une sélection qui se fait comme on voyait un peu avant. Mais éventuellement, c'est notre système de justice au Québec, il va falloir qu'il accélère le pas. Là. Moi, j'en reviens pas de ce dossier-là, comment il est long en cours, c'est l'enfer. Écoute, il y a des gens qui... Il y a une famille qui a été tuée par un conjoint fou, puis je pense que le procès va avoir lieu 1 an et demi après. Là. Qu'est-ce qui se passe? Puis, en fait, c'est un des rares ministères qui... Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Dans le dernier budget du Québec, c'est un des rares ministères que son budget a diminué. Hein, by the way, le ministère de la Justice. Ah ouais. Ça montre vraiment comment on alors fait que quand tu vas dans un palais de justice, t'as l'impression que tu es en 81. Là. C'est eux autres qui auraient besoin de beaucoup de cash là, pour mettre ça à jour. Là. Ah, c'est l'enfer. On ne fait pas attention au système de justice-là, c'est capoté. Fait qu'en tout cas, moi, de ce côté-là, je trouve que le dossier prend une bonne direction. Je ne sais pas comment ça va finir. Est-ce que vraiment ils vont avoir matière? Mais avoue que c'est très bizarre de voir que le maire 2 fois revient avec ça. Là. Ah, ben oui. Tu te dis, mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? On les connaît, nos opposants. Là, je veux dire, nous autres, là, toi, tu gères ton entreprise, je gère mes business, tout ça. On est encore debout après le temps, mais pense à la quantité de chroniqueurs que vous avez vus depuis 2005-2006 qui faisaient de la chronique avec toi, avec Radio X, peu importe, qui ont disparu au fil du temps parce qu'à un moment donné, tu dis, écoute, trop grand risque pour l'entreprise, trop grand, j'ai pas eu le temps de faire ça, c'est pas ma vraie job, ainsi de suite. C'est dur de trouver des gens qui ont du bagou, qui ont la capacité de tenir le discours qu'on tient puis de durer dans le temps. Il y a une petite pause, soit ça dure 1 an, 2 ans, ça devient des bons chroniqueurs, mais après ça, les risques sont trop grands ou encore le temps diminue de leur côté. C'est très difficile d'avoir des gens qui vont travailler là. Tous les gens qui ont une pensée un peu plus à droite, généralement, vont travailler dans des PME, dans des entreprises privées. Ils ne sont pas payés pour passer du temps sur Facebook ou Twitter ou des choses comme ça. Mais quand tu vas du côté gauche de l'équation, ce que tu te rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des syndicats, qui se tournent les pouces à longueur de journée, puis qui sont toujours disponibles pour aller manifester à Montréal, qui sont toujours disponibles pour faire du harcèlement ou des cochonneries sur les réseaux sociaux, parce que leur job, fondamentalement, est assez tranquille. Quand tu commences à gratter dans les organismes communautaires, c'est capoté. Oui. C'est capoté. Tu trouves des organismes communautaires financés à coût de millions de dollars pour des affaires vraiment louches. Puis quand tu arrives, tu vas chercher leur rapport de direction de la fin de l'année, là, puis tu regardes réellement ce qu'ils ont écrit là-dedans, tu découvres que finalement, ils ont fait une quantité de posts Twitter ou Facebook qui ont été vus par une quantité de personnes, puis tu compares avec ce qu'on fait, nous autres, de notre côté, là, puis ça se compare à peu près à 1 semaine ou 2 de travail de notre bar. Eux autres sont 6 ou sont 7 à être payés pour faire ça, pour entretenir des organismes communautaires comme les Piétons Québec de ce monde, par exemple. C'est incroyable. C'est incroyable. Fait que, tu sais, on finance notre opposition à même nos impôts. Ah, c'est fou. C'est fou. Parce que la clé du succès, là, de leur côté, c'est du temps disponible pour empoisonner la vie du camp adverse. Rajoute les profs d'université qui ont beaucoup de temps aussi, là, qui peuvent embarquer dans toutes les patentes, les fameux experts qui se mêlent de toutes sortes de choses. Regarde, c'est à l'infini. Là. Non, ils ont beaucoup de ressources. Hey, bon week-end, mon ami Yann. Puis enjoy on s'en parlait juste vendredi prochain parce qu'on est en congé lundi. Oh, parfait. Salut, ben. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. On a quoi après? On a Nicolas Gagnon après. Nicolas Gagnon est avec nous. Puis la boîte à pids. La boîte à pids. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables à contribuables avec un S.ca. Nicolas, bon vendredi, bon début de fin de semaine. C'est quoi les prix Teddy de la Fédération canadienne des contribuables? Ouais, ben les prix Teddy, en fait, c'est un gala qu'on organise à chaque année depuis 1998. C'est une vieille tradition qui nous permet de célébrer les pires gaspillages gouvernementaux à travers tout le pays. Bon, nous, on prend ça en riant parce que souvent, c'est des exemples qui sont complètement absurdes. Mais essentiellement, c'est ça. On a tenu la semaine dernière notre 25e gala. Juste pour donner une petite idée, l'histoire des prix Teddy, ça remonte aux années 90, en 98, où est-ce qu'il y a un fameux fonctionnaire du nom de Ted Weatherhill qui s'est rendu à Paris, qui a dépensé 700 $ pour un repas pour deux, et il s'est fait prendre sur le coup, puis il a perdu sa job. Et depuis ce temps-là, on essaie de trouver, en fait, à chaque année, au sein de la Fédération canadienne des contribuables, des exemples similaires. Donc, ça veut dire que pour les 25 années des prix Teddy, d'après moi, c'est combien le nombre de prix que vous donnez? C'est 4 prix par année. OK, d'après moi, les 4, ça va être il va y avoir Trudeau, il va y avoir Martine Biron, un peu, là. On a bien des exemples de ça, là. Ah oui, ben on a énormément de nominations. On donne 4 prix, mais au niveau des nominations, on en a peut-être probablement 10 fois plus pour chaque catégorie. Au niveau municipal, entre autres, au provincial, au fédéral, puis on a toujours la catégorie finale qu'on appelle le Lifetime Achievement, ou l'accomplissement d'une vie. Donc vraiment, le pire exemple de dépense monumentale qu'il peut avoir eu dans l'année et qui va marquer les annales du pays pour toujours. Donc, c'est sûr et certain, par exemple, si je peux y aller avec les catégories, puis les lauréats versus les nominations. Malheureusement, c'est pas Montréal avec son anneau qui a gagné au niveau municipal. Ils sont arrivés deuxième. La seule unique raison, c'est parce que Calgary a déjà reçu le prix l'année passée pour un anneau qui a été à peu près aussi coûteux. On s'est dit que cette année, on va lâcher le morceau pour les anneaux. C'est plutôt une conseillère municipale de Charlottetown à l'île du Prince-Édouard qui a reçu la Palme d'Or pour sa pire dépense. OK, donc c'est à la grandeur du Canada. OK, parfait. Oui, c'est à la grandeur du Canada. Fait qu'il y a vraiment de tout, comment dire, on se compare. Dans le fond, juste pour donner le processus des nominations, on se rend compte, tous les directeurs, on sort nos pires exemples pour nos provinces respectives, puis on argumente à savoir qui est le pire. Puis essentiellement, celui qui gagne, c'est celui qui remporte la nomination. Pour la nomination municipale, c'est Alana Jankov, qui est la conseillère municipale de l'île du Prince-Édouard, de Charlottetown. Elle a demandé aux contribuables, en fait, de payer 4 600 $ pour la simple et unique raison qu'elle a agrandi son garage. Son garage s'est retrouvé devant un poteau téléphonique et de par le fait, c'est les contribuables qui ont dû payer pour tasser le poteau téléphonique de là. Donc, essentiellement, ça a été une découverte de la Fédération canadienne des contribuables avec des demandes d'accès à l'information qui ont exposé la conseillère municipale. Malheureusement, elle refuse toujours de rembourser, mais c'est pour ça qu'on lui remet le cochon d'or municipal. C'est incroyable, cette histoire-là. C'est incroyable, là. Mais comme je vous dis, malheureusement, Montréal était deuxième cette année. Je me suis battu fort pour que l'anneau l'emporte. Mais c'est quand même 2 millions de dollars qu'on a payé pour. Je veux dire, en tant que contribuable, 5 millions au total. Il y a 500 000 qui venaient des poches des Montréalais, puis il y a 1,5 million qui venaient des poches du reste des Québécois via le fonds des infrastructures. Donc, tout ça pour dire que, bon, Montréal, peut-être l'année prochaine, mais on se reprend au provincial pour le Québec. Parce que malgré les accomplissements notables des autres provinces, c'est la SAQ et SACLIC qui remportent la Palme d'Or de la pire dépense gouvernementale pour l'année 2022-2023. Faut se rappeler, 458 millions de dollars pour une plateforme qui a donné un cafouillage monumental. Ça a nécessité, ça c'est probablement du jamais vu dans le domaine des transitions digitales, ça a nécessité l'embauche de davantage de fonctionnaires, 150 au total. On parle de millions de dollars en heures supplémentaires. Puis en plus, comme c'était pas assez, c'est le cadeau qu'il n'allait pas de donner. Il y a à peu près une semaine et demie de ça, on a appris que le gouvernement du Québec allait lancer une enquête au coût de $250 000 pour comprendre comment ce cafouillage-là est arrivé en premier lieu. Puis, petite cerise sur le Sunday, le PDG, Denis Marcellet, n'a même pas perdu sa job dans le processus. Il s'est fait tasser, il est rendu au conseil privé, puis il garde son salaire de $250 000. C'est incroyable. Donc, essentiellement, oui, tout ça pour dire que ce cafouillage-là, en plus, il aurait été évitable. On le sait, les Québécois sont les seuls au Canada qui payent, qui renouvellent leur permis de conduire à chaque année. Il y a le gars du CA aussi. Le gars du CA, là, l'ancien chef de Wendake, que c'est même pas lui qui magasinait ses assurances d'auto, c'est sa femme. Monsieur Sioui, si oui, qui a appliqué il a appliqué pour le fun, lui, parce qu'il s'emmerdait en retraite. Puis il s'est dit, appliquez là. Là, sa femme, elle a dit, écoute bien, tu peux pas appliquer là, t'as jamais magasiné les assurances de char de ta vie. C'est pas grave, j'applique pareil, il a eu un job. Écoute, je sais pas c'est quoi les processus de sélection, mais je pense que c'est assez porte ouverte pour certains.
Quand ils ont vu ancien chef de Wendake, ils sont ESG, eux autres aussi, là. Ben, c'est ça. Ça a probablement dû motiver l'embauche. Ça Ben pour oui. dire que, au final, je veux dire, quand on regarde le reste du CA, c'était pas non plus des étoiles montantes là, dans le domaine de la fonction publique. C'était quand même plutôt des étoiles endormies parce que c'est tous des gens qui sont là depuis au moins 10-20 ans, qui ont des salaires dans les 6 chiffres et qui Incroyable. savaient clairement pas comment gérer un projet de transition digitale comme ça. Et ben, le cafouillage monumental mérite à la SAQ pour nous le cochon d'or provincial. On a oublié Éric Kerr aussi, là. Le cochon Ouais. d'or. Ah, Le oui. cochon d'or. Ben, c'est ça. Écoutez, Éric Kerr, on pourrait y revenir tantôt parce que, tu sais, en plus de ça, lui, non seulement il pensait qu'il méritait une médaille pour ses accomplissements, mais là, il pense mériter une augmentation salariale de 53 000 Oui. je veux dire, donc, lui, ça sera un autre dossier. Mais oui, Éric Kerr et puis même Geneviève Guilbeault dans la gestion du dossier, c'était catastrophique. Puis je disais qu'en deuxième position pour notre catégorie provinciale, c'était encore le gouvernement du Québec qui arrivait là, mais cette fois-ci, c'était pour les fameux Zeppelins. Il faut rappeler que le gouvernement du Québec a dépensé pour moins de 80 millions en subventions via Investissement Québec pour Flying Wells, qui a comme mission de créer des Zeppelins, parce qu'on sait que c'est la grande priorité du Québec. Ouais, ça avec patronne tous nos- ça patronne à Fitz, ça. Hein? Oui, c'est une idée de Fitzgibbon. Puis honnêtement, j'ai toujours pas compris en quoi c'est un homme d'affaires accompli, puis il a pu penser qu'investir 80 millions de dollars dans des contribuables là-dedans, ça allait être profitable à qui que ce soit, autre que ceux qui vont recevoir l'argent. Parce qu'honnêtement, j'ai toujours pas vu de Zeppelin dans le ciel du Québec. Puis je pense qu'il y a littéralement personne qui s'attend à en voir au cours des 10 prochaines années. C'est surtout qu'on sait que les fameuses baluses d'eau de ces Zeppelins-là sont même pas faites pour endurer les hivers québécois. Donc, c'est tout ça pour dire qu'écoutez, c'était deuxième Il y aura dans plus notre d'hiver. catégorie provinciale. Il y aura plus Mais non, d'hiver. c'est vrai. Non. C'est supposé de terminer cette histoire-là. Ouais. Parce qu'il y avait des bidons d'eau pour monter et descendre, là. C'est ça, là? Si l'histoire? jamais on ne croit pas ça, qu'il n'y aura plus d'hiver, on est des climato-sceptiques. Le gars de la presse me l'a dit. Le gars de la presse a écrit sur son Twitter climato-sceptique. Oui. Oui. Hey. Eh bien, là, je peux y aller au niveau fédéral. Ça a été, bien sûr, une catégorie qui était assez surchargée. On avait de toutes les sortes. On avait Justin Trudeau avec sa Justin. fameuse chambre d'hôtel à 6 000 par nuit. On avait Global Affairs qui a dépensé pas loin de 8 000 Trudeau, là, t'as peu. Oui. Trudeau, hier, qui prend en photo avec le président de la Corée, puis pour avoir l'air d'un gars à sa hauteur, Ça n'a décide pas de de s'ouvrir sens. les jambes en. As-tu vu la photo? Non, je pense pas. Je sais qu'il est actuellement à Hiroshima. Hey, je pense, excusez-moi, là. pour le sommet du G7. mais Ce gars-là, allez le chercher par le fond de culotte. Il nous fait honte. Hey, Ah oui. Le gars de la Corée du Sud, ça va être un gars de 5 et 4, 5 et 5. Les Coréens sont pas tous. Ben, il y en a des plus grands, mais je veux dire, lui, il est à la hauteur des Coréens. Et là, l'autre qui fait 6 pieds 1, pour avoir l'air à sa hauteur, il a comme. Comment est-ce qu'on dit ça? Il a, Il a fait un grand écart un peu. Là. il a fait. Pas le grand écart, Non, il a ouvert ses jambes. Échancré. Il s'est échancré. Oui. Et là, t'as la fille qui est toujours là. Mélanie Joly. Mélanie Joly. Ah oui, Elle crampait de rire, elle crampait de rire. Mais le gars, moi, je vais te dire, en fait, je mets 20$ sur le président de la Corée. Je vais te dire de quoi? D'après moi, là, si le président de la Corée, même s'il a 6-7 pouces de moins que lui, s'il se décide de prendre, je sais pas c'est quoi en Corée, c'est quoi? C'est du kung-fu. Je vais te dire, je mets un gros 20$ sur lui. Il aurait pu te le mettre à terre en 4 secondes. Tu sais, c'est gênant. Je veux dire, le gars, il est dans des patentes officielles. Il joue au clown de même, mais il nous fait honte tout le temps, ce gars-là. Puis c'est ça à rappeler la fameuse citation de l'ancien premier ministre de l'Australie qui avait dit carrément à Justin Trudeau, écoute, on n'est pas là pour parler de tes bas, à une rencontre qui avait lieu justement, là, je pense que c'était en Australie juste en 2015 ou en 2016, Oui. puis il a carrément fait la mention, écoute, là, tes bas, c'est bien cute, là, on sait que tu aimes ça les montrer aux médias, mais on peut-tu parler de business, on peut-tu parler de développement économique puis de commerce? Puis en plus, pour venir au fameux président de la Corée du Sud, si je ne me trompe pas, c'est Yoon Suk-yeol, qui est un gouvernement conservateur, donc il ne doit pas être très impressionné non plus par l'attitude de Justin Trudeau, mais ils doivent s'endurer pour le G7. Ils n'ont malheureusement pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc, si c'est pas Trudeau qui gagne, tabarouette, il faut que ça soit gros, là. Ben, il y a une seule personne qui dépense plus que Justin Trudeau, à notre sens, puis c'est Mme Mary Simon, la gouverneure générale du Canada. En fait, le lauréat qu'on lui décerne, donc pour le cochon d'or fédéral, c'est essentiellement parce que, comme vous savez, on a déterré la fameuse histoire comme quoi est-ce qu'elle avait dépensé 100 000 $ en repas d'avion lors de son voyage au Moyen-Orient. C'était entre autres là, pour du bœuf farci, du carpaccio. Du bœuf? Oui, du bœuf Wellington, on avait du porc farci, des carpaccio de bœuf, on avait des desserts qui étaient carrément importés d'Europe. Bref, tout ça pour une délégation qui se Mais prenait au ces gens-là, ils nous Moyen-Orient. disent de couper le bœuf. Il faut couper la viande.
Ouais. Oui, puis on est supposé moins prendre l'avion parce que tout ça pour protéger la planète, bien sûr, mais quand c'est le cas quand c'est temps d'avoir des délégations qui servent pas à grand-chose, parce qu'on va se dire franchement que les retombées du voyage de Marie Seaman au Moyen-Orient, on les cherche encore. C'est un voyage qui a coûté au-dessus de 1,4 C'est million des de dollars aux faiseux. contribuables. C'est rien que des faiseux. Exactement. Fait que Ben le coût que ça nous a coûté, puis c'est surtout la raison pour laquelle on l'a mis comme lauréate, c'est pas juste parce qu'on a déterré l'histoire, mais c'est parce qu'on a vraiment humilié ces fonctionnaires, en fait, devant une commission parlementaire, parce que la journée même que les fameux fonctionnaires ont dit qu'il n'y avait pas les factures à donner à la commission, au Parlement, à la Chambre des communes, ben nous, on a rendu les factures publiques via le National Post. Donc, vraiment, les fonctionnaires, après ça, sont fait cuisiner à leur deuxième parution. Et depuis ce temps-là, on a réussi à marquer quelques points puis à forcer le bureau de la gouverneure générale à être plus proactif dans leurs factures puis comment est-ce qu'ils affichent en ligne. Donc, c'est pour ça qu'on a donné le cochon d'or à l'occupante de Rideau Hall. Mais ça ne s'arrête pas là parce que, comme je dis, on a notre fameuse catégorie One Lifetime Achievement. Et celle-là est très dure à battre. Puis j'y vais toujours avec une petite devinette. Qu'est-ce qu'ont en commun les personnes, en fait, comment dire, des détenus, des adolescents de 14 ans qui n'ont pas de compte de banque et des personnes décédées? Qu'est-ce que ces trois groupes-là ont en commun? Des détenus, des comptes de banque. Des adolescents. Des adolescents. Et l'autre, c'est quoi? Et des personnes décédées, des morts. La PCU? Exact. Et voilà, ces trois groupes-là ont reçu des millions de dollars en PCU. Je gagne-tu un toutou, un genre de Teddy, mettons, un genre de toutou? Là? Ben, la prochaine fois qu'on se voit, je sûrement un chandail des Teddies ou quoi de même. mais oui, le cochon d'or, en fait, revient à l'Agence du revenu du Canada parce qu'ils ont versé pas loin de 32 milliards de dollars en fait à des sociétés, des personnes morales comme des personnes physiques qui ne devaient pas recevoir cet argent-là. Des entreprises qui ne se qualifiaient pas pour recevoir l'argent parce qu'il y avait des dettes envers le gouvernement, entre autres, ou parce qu'elles étaient insolvables. Et vous avez aussi, des personnes en prison qui ont reçu des millions de dollars en PCU. Vous avez des adolescents qui ont reçu des chèques à coût de milliers de dollars alors qu'ils n'avaient ni compte de banque ni l'âge pour travailler. Et oui, finalement, vous avez des personnes carrément décédées que des millions de dollars ont été donnés via leur succession. Donc, au final, ce qui est le plus décevant dans toute cette histoire-là, c'est que malgré le gaspillage monumental et la perte d'argent, il y a vraiment aucune tentative de la part de Revenu Canada à aller chercher cet argent-là. Quand vous devez 10 $ à Revenu Canada, inquiétez-vous pas, ils vont courir après. Mais quand eux, ils versent des milliards en trop, on va prendre notre temps avant de les récupérer. Puis pour ça, on donne le cochon d'or ultime de l'année 2022 très bien mérité. à Revenu Canada. Très, très, très bien mérité. Je rajoute une petite affaire vite. Le 3 juillet 2012, il y a une nouvelle qui a fait le tour du Canada. Même, c'est une nouvelle qui a dépassé nos frontières. Le 3 juillet 2012, le titre de la nouvelle, une ministre canadienne démissionne pour un jus de fruits à 16 piastres. Oui, Ben ça, voilà, regarde, ça, oui. c'est... OK. C'est classique, Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 puis aujourd'hui? C'est juste des libéraux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si elle est dans le jus pour 16 piastres, je m'excuse, là. Aujourd'hui, ça passe, là, toutes ces affaires-là? Tout passe. Surtout que les libéraux, à l'époque, en tout cas, Justin Trudeau avait partagé la pétition qui demandait la démission de Bevoda pour le jus de dollar à 16 $, mais le jus d'orange à 16 $, pardon. Mais quand nous, par exemple, on a réussi à exposer le fait que c'est lui qui avait dépensé 6 000 $ par nuit pour une chambre d'hôtel pendant l'enterrement de la reine d'Angleterre. Ah là, c'est correct. Ils ont même glissé la nouvelle en catimini la veille que Joe Biden visitait le Canada. Comme ça, en fait, personne n'en a vraiment trop parlé. Puis c'est passé dans le beurre comme si on était au final. Fait que honnêtement, c'est une culture dépensière qui s'est vraiment bien installée à Ottawa, puis pour laquelle il n'y a vraiment plus aucune impunité. Là. Hey, on change de sujet parce que bravo pour les prix Teddy de la Fédération canadienne des contribuables. Donc, bravo pour... tu s'appelles le cochon quoi? C'est le cochon... on les appelle les cochons d'or. Ça, c'est ce Cochons qu'on d'or. décerne. C'est les prix, mais sinon, c'est les prix J'aime, Teddy. j'aime. Comme dirait la patente, j'aime. Donc, thumbs up. Mais là, j'ai hâte que tu me parles des salaires des députés. Koskinen, le gars, parce qu'on l'a vu, là, cette semaine, il y a une ancienne députée qui était là il n'y a pas longtemps. Elle dit elle dit là, je suis obligé de faire un texte. Elle a fait un texte dans un genre de journal à l'interne là, de l'université où elle est prof. Elle dit écoute, les députés, ça fait semblant, on n'est pas consulté. C'est le premier ministre avec 3-4 non-élus qui décide.
On a Koskinen, qui est un gars qui aime, très, très fragile, répond régulièrement sur Twitter, se sent attaqué par Québécois, se sent attaqué par ci. Mais c'est un gars qui fait un beau salaire. Là. Je pense que c'est 301 000. Il gagne plus que le premier ministre. Donc, t'as les... Puis là, il y a toute l'histoire de Bernard Drainville. Bernard Drainville, c'est comme Bernard Drainville, ça va être le souffle-douleur politique pour les prochaines années. D'ici la fin de ce mandat, Bernard Drainville, avec ses émotions, ses erreurs, va se mettre le pied dans la bouche tout le temps, ou à peu près. Il dit n'importe quoi, il tutoie le monde. Ensuite, mais c'est pas grave. Il va faire quand même 50 000 de plus, ou à peu près, parce que lui, il est ministre. On va dire de quoi c'est le party en crif. Mais là, le problème là-dedans, c'est que ces gens-là qui se donnent des grosses augmentations, je pense que Koskinen, c'est 70 000 de plus. Les autres mandarins également, c'est beaucoup d'argent. Et là, ils sont en train de négocier avec les infirmières, ils sont en train de négocier avec les profs, ils sont en train de négocier avec les employés de l'État. Oui. Et là, ils disent, on n'a pas d'argent. Ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi ils n'ont pas attendu après? Ils sont donc bien caves. Ah, c'est un manque de jugement total. Puis honnêtement, pour revenir sur Bernard Drainville, j'ai l'impression qu'il est en compétition avec Éric Kerr pour savoir lequel va se mettre le pied dans la bouche le plus rapidement que possible. Puis à date, Bernard Drainville, il a vraiment pris une longueur d'avance dans les derniers jours, surtout avec les commentaires avec les professeurs. Mais oui, c'est quand même, pour moi, ça dépasse l'entendement. Déjà, on avait eu une discussion au niveau des augmentations des salaires des députés auparavant parce qu'on se disait, ça serait peut-être mieux que ce soit ajusté en fonction de leurs revenus pré-entrée à l'Assemblée nationale. Puis après ça, que les ajustements soient faits au niveau de leur salaire. Mais là, c'est pas ce qui va être fait. Au final, c'est 30 000 de plus qui est donné en indemnité de base pour tous les députés, peu importe leur occupation. 53 000 de plus par année pour un ministre. Et on a pas loin de 63 000 de plus pour le premier ministre François Legault également, de même que pour le chef de l'opposition officielle. C'est vraiment des très gros montants. Je veux dire, la plupart de ces augmentations-là. Accorder ces augmentations-là, là, ça prend du courage. Oui, il faut être courageux. Oui, ouais. Mais le pire là-dedans, c'est que, comment est-ce qu'ils disent ça? La CAQ, eux, ils parlent de courage là-dessus. Mais sauf qu'ils ne veulent pas passer tout seuls leur projet de loi 24, qui est le fameux projet de loi pour prendre en compte là, tout le rapport de l'Assemblée nationale. Essentiellement, ils veulent l'appui des partis de l'opposition. Comme ça, ils ne seront pas seuls. Fait qu'ils disent que ça prend du courage. Mais d'autre part, ils ne peuvent pas le faire tout seuls, même s'ils ont 90 députés, parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas populaire de le faire en ce moment. Puis ils savent très bien, comme tu l'as dit, que les syndicats de la fonction publique qui regardent ça et disent là, c'est pas normal, vous donnez 30 puis nous avoir 12 sur 5 ans ou 9 ou peu importe. Donc, moi, ce que j'aimerais de la part de la CAQ, pour voir s'ils ont vraiment du courage, c'est d'écouter ce qu'ils ont dit en 2015. Parce qu'en 2015, Benoît Charette lui-même, il l'a dit, on refuse l'augmentation des salaires des députés tant qu'on n'a pas le retour à l'équilibre budgétaire. Puis moi, à la limite, je serais très intéressé à voir cette formule-là, parce qu'en plus, en ce moment, on a un déficit de 4 milliards de dollars, et le retour à l'équilibre budgétaire, il est prévu pour les prochaines élections. Puis en plus, l'argument de François Legault, c'est de dire que on va augmenter les salaires pour attirer des meilleurs candidats. Tout ça est aligné pour les prochaines élections. Donc moi, ce que je leur suggère, c'est qu'ils équilibrent le budget, qu'ils fassent le ménage dans les finances publiques, et qu'ils attendent les prochaines élections justement pour rehausser les salaires. Et comme ça, on verra qui restera pour le salaire ou qui se présentera justement parce qu'on aura soudainement donné une plus grande valeur au poste de député. Mais d'ici ce temps-là, ça fait bizarre dit de même, mais je suis obligé de me ranger du côté de Québec solidaire pour ce combat-là, ou du moins du PCQ. C'est pas mal les deux seuls qui ont ouvertement dit qu'ils étaient contre l'augmentation des salaires. Le PCQ, c'est correct parce qu'ils n'ont pas de salaire. Sauf que QS n'a pas dit qu'il allait prendre les augmentations de salaire et qu'il allait garder le montant supplémentaire après impôt pour le donner à des organismes quelconques. Là. Non, effectivement. J'aimerais ça qu'ils le fassent. S'ils sont cohérents, j'aimerais vraiment ça qu'ils le fassent. Moi, ce que j'aimerais encore plus, c'est que le PQ et le PLQ fassent preuve de courage puis se mettent du côté de Québec solidaire. Comme ça, la CAQ aura trop peur de passer son projet de loi s'ils sont tout seuls. Même s'ils ont 90 députés, ils l'ont dit eux-mêmes, ils veulent avoir le PQ de leur bord parce qu'ils savent que le PLQ, ça n'aidera pas vraiment leur code de popularité. Le PQ va suivre, c'est sûr, voyons. Mais si le PQ, mais l'affaire, c'est que quand tu écoutes Pascal Bérubé, tu vois qu'il n'est vraiment pas à l'aise à cette idée-là. Paul Saint-Pierre Plamondon puis Joël Arsenault, je les sens un petit peu timides sur ce dossier-là. Peut-être qu'ils pensent qu'ils méritent un meilleur salaire, mais moi, j'ai juste une chose à leur dire. En Colombie-Britannique, ils ont gelé leur salaire pour l'année 2023-2024. En Nouvelle-Écosse, ils ont fait la même affaire puis ils ont même réduit le salaire de 10 000 $ du premier ministre. En Saskatchewan, ils ont refusé une augmentation de 6,8 %. Puis
sont retournés à la table de travail, l'opposition et le gouvernement, pour se négocier une hausse de 3 % à la place. Ouais. Puis en Ontario, ils n'ont pas touché à leur salaire depuis 2009. Mais au Québec, soudainement, nous, il faut qu'on augmente ça de 30 000 $. Moi, j'aimerais Mais vraiment. le gars du devoir, je vais finir avec ça, Nicolas, m'a te laissé Oui. aller manger. Mais le gars du devoir, là, je ne me rappelle pas de son nom, ça fait longtemps qu'il est là-dedans, lui. Mais il a dit, c'est ça qu'il a dit. Il dit, vous autres, les députés, vous allez, si on enlève la Chambre des communes, vous allez être les députés les plus qui allaient faire les plus gros salaires au Canada. Michel OK? David. C'est Michel Exact. David, oui, exact. Donc, vous allez avoir les plus gros salaires au Canada. Pendant ce temps-là, les profs gagnent moins qu'en Ontario, mais vous allez gagner plus que les élus en Ontario. Et là, Drainville, c'est là que s'est mis les pieds dans la bouche. Là, il a dit, voyons, d'abord, Michel, tu m'as tutoyé, là. Hey, t'es-tu en train de dire, toi, là, là, toi, là, toi, tu compares ça, toi, là? T'es-tu en train de comparer les profs avec la job de député? Hey, ça, c'était spécial. Qu'est-ce que t'en penses, toi, la job de député par rapport aux profs? Ben, écoute, moi, je vais être bien honnête, je connais personnellement plusieurs professeurs, puis c'est. Méchant job. J'ai pas le discours des syndicalistes dans le milieu, mais j'ai quand même le discours proche du milieu, là. C'est extrêmement insultant de prétendre qu'un député travaille plus fort qu'un professeur. Moi, je pense que ça travaille pas mal moins fort. Écoute, ça- les profs, là, je sais qu'il y en a plusieurs qui brainwash nos enfants avec les histoires green puis toutes les patentes woke. Ça, Là. c'est sûr. Mais enlevons ça, là. Moi, mon père, ma mère étaient profs. C'est une méchante job, là. Puis c'est pas à peu près, là. Il y a 30 étudiants dans la classe, 27, 28, dont 5-6 qui sont un peu flayés. La fin de la journée est tough, là. Un député, ça fait rien, là. Un ministre, pas sûr que ça travaille fort, là. Non, puis on s'entend que les ministres puis les députés, eux autres, ils manquent pas de gens alentour pour les aider. Ils manquent Voilà. pas de ressources financières. Ils manquent pas d'allocations puis de comptes de dépenses. C'est du monde qui a le temps de faire des jeux à l'Assemblée nationale, là. Ben, exact. Exact. Je veux dire, quand tu as les capacités de jouer à des jeux de mots comme le fait la ministre Geneviève Guilbeault durant l'étude des crédits, écoute, quand tu as le loisir de faire ça, tu as de la marge pour t'amuser. Puis comme ils ont des staffers, ils ont tout ce qu'ils ont besoin alentour d'eux. Les professeurs, ils manquent de tout alentour d'eux. Ils doivent sortir carrément leur argent pour ne serait-ce que pour décorer leur classe pour Noël, pour ce genre de choses-là. Oui. C'est juste incomparable les sacrifices que font les professeurs. Puis le pire, c'est que tout ce qu'a fait Bernard Drainville là-dedans, c'est donner de l'eau au moulin aux syndicats qui vont en demander encore plus, puis qui sont écœurés de cette forme d'arrogance-là de la part du gouvernement de la CAQ. Puis là, ben, encore une fois, là, je veux dire, Il ça s'est fait juste de excusé. Il s'est Ben, ouais. excusé. Il y avait des. Encore. dans deux fois d'affilée, en dedans d'un Ouais, mois, qui s'excuse. Quand c'est pas le troisième lien, c'est pour avoir insulté la moitié des profs du Québec. Je pense qu'il y a un problème là, au ministre de l'Éducation. Geneviève Guilbeault a couru après son fil pour brancher son cellulaire. Oui. Dans le salon bleu. Hey, mon Dieu, je suis pris. Ah, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? je ne savais C'est pas à que vous, c'était à c'est moi à tout vous de de parler, suite. madame. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Je cherche mon fil de cellulaire. Ben non, il n'était pas là partout. Là. Si tu regardes la vidéo de 10 secondes, tu vois qu'il était sur son cellulaire avant, que quand la question lui est posée, soudainement, il cherche son fil de cellulaire. Ah oui. Puis là, il y a son collègue qui l'aide comme si c'était comme. Quand c'est le t'as sauveur de la un situation. nouveau chum, là. Ouais, t'es occupé, là. T'es défocusé, là. Quand t'es occupé, quand là. t'as un nouveau conjoint, là, c'est. Oui. Oui. Pas moi qui le dis, là. Le gars de Infoman le dit à un moment donné, juste avant la conférence du troisième lien. Hop! Sur le téléphone, c'est Jean-Philippe qui appelle. C'est ça. Ouais. Hey, merci, Oui. Nicolas. Hey, ça fait bien plaisir. Très apprécié, mon ami. Bon week-end à toi de 3 jours. Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables. Plus de détails sur contribuables avec un S.ca. La boîte à pids après Jerry. La boîte à pids. Yes. C'est toi qui vas finir ça la semaine, mon ami. On vient. What's this machine do? Your attention, please. It is time for the music. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Jerry. Moi, j'aime beaucoup le hockey. Là, j'ai écouté un peu de baseball à date, mais depuis longtemps, moi, je suis un fan de tennis. Je ne suis pas un connaisseur, mais quand il y a du bon tennis, j'accroche des fois dessus. C'est quoi le tournoi, là? Ben, il y a deux tournois présentement. Il y a le tournoi de Rome, puis il y a le tournoi de Florence. Et au tournoi de Florence,
Il y a Jenny. Voyons, arrête. Ah oui. Ça fait 2 jours que tu m'en parles. Ben, je t'en parle, parce que moi, j'aime Jenny. Je sais. Ben, parce que Jenny, là, a fait un comeback. Puis, moi, j'aime ça. Tu sais, elle a 29 ans. Elle a déjà été 5e au monde. Hein? Eugénie Bouchard. On sait qu'avec tout l'attrait qu'elle a sur les réseaux sociaux, si elle décidait de juste faire ça, elle n'a assez pour vivre le reste de ses jours. Oui, c'est ça. Elle a fait 53 000 $. Je répète le chiffre. 53 000 $ depuis janvier en jouant au tennis. OK. Donc, un petit gain là, tu montes là. Elle n'a pas fait d'argent. Non. Des voyages, c'est fini. L'argent est ça a passé. coûté plus cher que ce qu'elle a fait. Là. Exactement. Dans sa carrière, elle a 6,8 millions de ramassés. Mais là, la face, c'est que là, elle est en quart de finale à Florence. Très intéressant. Donc, elle joue aujourd'hui. Mais l'autre nouvelle de tennis qui est moi, je pense que c'est la nouvelle de tennis. Peut-être une des plus grosses nouvelles de l'histoire du tennis. Pas beaucoup de monde n'ont parlé. C'est ce bout-là que je ne comprends pas pourtant. Raphaël Nadal, il a rencontré il était chez lui, là. Il reste à une belle place, là. Il reste à Mallorca. Il y a comme un genre d'institut de tennis là-bas. C'est ses affaires à lui. Raphaël. Et là, il a rencontré justement les journalistes de tennis parce que là, il y a le tournoi Roland-Garros qui commence la semaine prochaine. Ça vient vite, là. Roland-Garros, c'est la semaine prochaine. Lui, c'est l'expert de la terre battue, Nadal. Et là, Raphaël, lui, il s'est blessé en janvier quand il a joué en Australie. Là, Nadal, il est blessé là, à son pied. Là, le problème aussi, il y a un problème de hanche. La face, c'est que Nadal, c'est sa dernière année de tennis. Là. Il prend sa retraite. Mais Nadal, c'est pas n'importe qui. Là. Nadal, là, c'est le 2e meilleur joueur de l'histoire. C'est quand même, c'est pas rien. Le premier, bon. Il y en a qui disent, ouais, Nadal n'est pas premier, 2e, il est 3e. Regarde. Djokovic, c'est lui qui joue présentement. Nadal, Federer, après ça, Pete Sampras, après ça, Rod Laver, après ça, Björn Borg, Ivan Lendl. On peut lui donner des grands noms. Mais Nadal, là, on peut chicaner, là, mais Nadal, c'est le 2e ou le 3e meilleur joueur de l'histoire. Et c'est sa dernière année. Qu'est-ce qui est triste un peu? Ben, il ne sera pas à Roland-Garros, mais Nadal, Raphaël, il veut dire bonjour au monde avant de partir. Il veut envoyer un bye-bye au monde parce que sa carrière se termine. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Mais c'est drôle que c'est une nouvelle qui n'est pas sortie ben ici. Pourtant, Raphaël Nadal a beaucoup de fans. Filles. Beaucoup de fans. Filles. Ma belle-sœur, moi, c'est une fan finie de Raphaël Nadal. Hey, c'est une nouvelle qui est sortie cette semaine, Jeff, par rapport à Netflix. Netflix avec pub. Moi, je suis client. Netflix pub. By the way, l'âge moyen de ceux qui ont pris le forfait Netflix avec pub, c'est 34 ans. L'âge moyen. Ça veut dire que les jeunes ont dit, c'est économie, on va économiser. À la place de me débrancher puis de me rebrancher, je vais prendre le service pas trop cher. Ça coûte 6 $ par mois. Là. 6 et quelques, je pense, par mois. Donc, c'est assez intéressant. Donc, mais l'affaire, c'est que là, on sait, c'est Netflix qui l'a annoncé. Puis en bourse, Netflix a pris un jump de 9 % sa nouvelle. C'est quand même... Ils sont rendus à, je pense que c'est 5 millions d'abonnés avec pub. Quand ils ont commencé ça au mois de novembre, dans les premières semaines, ils ont ramassé 2,5 millions d'abonnés avec le service pub. Et là, ils sont rendus à 5 millions. Donc, à peu près en 6 mois, ils ont doublé. Là, la nouvelle là-dedans, là, c'est que... Est-ce que c'est du monde qui ont flushé l'autre package pour s'en aller dans un moindre package? Ou c'est du nouveau monde qui n'était pas là? Ou c'est du monde qui prenait 2 mois pour ne pas prendre 10 mois? En majorité, c'est du nouveau monde ou du monde qui s'abonnait et se désabonnait. OK. Il y a une petite partie, je pense que c'est-tu 25 % ou le tiers, il y a une plus petite partie, moi j'en fais partie, où moi je payais le gros prix, là j'ai descendu d'un cran. Là. Mais ça a attiré beaucoup de nouveaux mondes, surtout dans les pays émergents. Tu sais, les mondes n'ont pas une tonne d'argent. Là. Eux autres, ça a fait leur affaire. Là.
Oui. Les autres, ça a fait leur affaire. Puis aussi avec les histoires de comptes, là. Il y a des plans de. Je pense qu'aux États-Unis, c'est pas commencé encore. Ça commence pas loin, là. D'après moi, on est sur le bord que ça commence. C'est ça. Mais là, il y a du monde là-dedans, Jeff, qui se disent ben là, ouais, il faudra que je paye Netflix. Je vais embarquer sur le système avec les publicités. Mais du point de vue bourse, les analystes, j'aime ça dire ce mot-là. Analystes. Parce que je trouve des fois qu'ils se trompent souvent. Des fois, je trouve qu'ils se trompent souvent. Qu'est-ce que tu veux? On doit se tromper dans la vie. Mais eux autres, des fois, ils jouent beaucoup avec l'argent du monde. Mais la face, c'est que les analystes disent que c'est bon. Ils sont contents, eux autres, de ce 5 millions-là, disponible dans 12 pays quand même. Et là, il va y avoir d'autres pays qui vont embarquer dans le Netflix moins cher, avec pub. C'est une petite nouvelle qui est passée comme ça, qui s'est promenée. On l'a reçue. C'est une nouvelle typique Québec. Une nouvelle du village. La RTC a reçu sa 3e autobus 100% électrique. Ici, à Québec, on dit une autobus. C'est un autobus, mais c'est particulier. Pour vrai? Oui. Je savais pas ça. Oui. À Québec, on dit une bus. Pour vrai? Une autobus. Ben voyons. Oh non, c'est tous les Québécois disent... Tous les Québécois de Québec. On dit une autobus. Ben voyons donc, je savais pas ça. Moi, on dit la 8. Moi, je prends la 11. Oh oui, la bus. Moi, je prends la bus. Oui, mais on dit la bus, mais on dit pas une autobus. Oui, on dit une autobus. Oui? Oui, on dit une autobus. Oui. Ah ouais? Oui. J'ai jamais remarqué ça. On l'a mis. Un autobus, c'est un peu une affaire monsieur-madame. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, là. Ah oui. Mais parce que là, c'est un autobus qui se dit une. Oh. Non, oui. C'est une madame avec une barbe. C'est une bus spéciale. Ouais. C'est ça. C'est un gars avec un costume de bain de fille. Oh, oui. Ouais, j'aime pas ça, là. On est rendu là, là? On est rendu là, même on est rendu là dans la patente, là. OK. Mais dans les autobus, il y a deux choses particulières. Il y a un lien entre les Québécois, les gens de Québec, et les autobus. Il y a quelque chose de spécial. On les appelle, je viens de le dire, du côté, c'est une autobus, et l'autre, qui est très spécial, c'est unique au monde, je pense. C'est que nous autres, on ne fait pas un fil pour embarquer dans le bus. Nous autres, c'est un tapon. Tu comprends? C'est quand tu prends un bus ailleurs dans le monde, il y a une ligne. Fait que les personnes qui sont arrivées en premier sur le trottoir, ils attendent à queue leu pour embarquer. C'est ça. Mettons, il y a 9 personnes, c'est un arrière de l'autre. Un arrière de l'autre. Sur le long du trottoir. Ici, c'est un tas qui veut rentrer. Exact. Ça, c'est une gag c'est un gag qui dure depuis longtemps. Des chauffeurs d'autobus qui font Québec-Montréal. Il dit, si tu veux savoir si quelqu'un est de Québec quand tu es à Montréal, il dit, tu regardes le monde embarqué dans les autobus, puis quand il y a un tapon, c'est l'autobus qui s'en va à Québec. OK. Ouais. C'est une autre affaire, je savais pas. Oui, on est particulier sur les... Mais voyons donc, toi. Mais là, l'affaire, c'est qu'on a des nouvelles bus, mais électriques, 100% électriques. Ah! J'aime. Mais pas les minibus là, qui ont pogné en feu. Là. Non. Les nouvelles bus. Des genres de bus à 1 million, là? C'est très, très cher. L'autobus modèle long, le modèle normal. Genre 1 900 000 $. Ah oui, très dispendieux. Ah, c'est donc le fun. C'est très le fun. Mais il y a un bout bizarre. C'est l'autonomie de la bus. Ouais, ils ne savent pas encore. Ben, ils estiment à peu près, avec les conditions parfaites, entre 300 et 350 km d'autonomie. 300. Ça, c'est conditions parfaites. C'est sûr qu'on n'est pas l'hiver à moins 20. Ça va être peut-être... Là, moi, quand j'ai vu ça, dans ma tête, je dis, une bus quand même gros, là. Mets-en des packs de batterie dans la boîte. T'sais, à un moment donné, tu peux pas avoir, Jeff, une bus à 300 km d'autonomie. Je ne sais pas comment ça fait, une bus par jour, de kilomètres. Ben, le feeling, ça doit faire... J'ai dit une bus. Oui. T'as dit une bus? Ben oui. Mon feeling, c'est que ça doit faire... Monsieur, madame. Ça doit faire un 600-700 km. Ah oui? 800 km par jour. Ah oui? Oui. On va checker, ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis partant pour cette distance-là. Mais
Ceux qui connaissent la ville de Québec, les chutes Montmorency, dans l'est complètement de la ville. Alors, mettons qu'ils roulent à 40 km/h. Ils sont arrêtés souvent, ça me dit. 40 km/h, puis l'autobus, elle travaille 12 heures par jour. Tu sais, ben, un peu plus que ça. Commence à 5 heures le matin, finit à 10 heures le soir. Donc, mets-toi 16 heures. Ouais. À 40 km à l'heure. Voilà. Ben, tu l'as, tu l'as ta distance. Voilà. Ça, c'est ton côté cartésien. Oui. J'adore ça. Mais là, ça veut dire qu'ils vont être obligés de les connecter l'autobus. Ben là, Jeff, j'ai fait un calcul, une image. Des fois, ça prend des images. La Bible, c'est des images. Oui. Le vin. C'est ça, le gars qui multiplie les pains, le gars qui marche sur l'eau, c'est des images. Marie qui est vierge. Marie qui est vierge. Faut prendre des images, des fois, pour comprendre. Pour passer un message. Moi, j'ai l'image parfaite. C'est que tu pars de la chute Montmorency, tu t'en vas sur la rue Marly, où il y a une grosse bâtisse dorée, puis il y a du monde de l'impôt dedans. OK? Donc, chute Montmorency vers les fonctionnaires de l'impôt. C'est 25 km. Parfait, OK. Donc, aller-retour, c'est 50 km. Donc, la bus, là, elle fait 6 allers-retours. Il a dit la bus. Ben oui, puis je suis de Québec, moi. La bus, elle fait 6 allers-retours. Chute Montmorency, Marly, là. Puis après ça, il faut aller la plugger. Elle n'a plus d'énergie dedans. Là. Non. Imaginez-vous un instant, là. Mettez-vous l'image dans votre tête, là, que toutes les bus de la ville sont électriques. Il n'y aura plus de bus à la route. Ben moi, j'imagine surtout. non, il y a plus de bus. Non, mais j'imagine surtout le moins 27, moins en plein hiver. Ah, voyons donc. Tu vas avoir des bus à la plug continuellement. Les bus ne seront pas sur la route, ils vont sur la plug. D'après moi, ils ne déplogueront jamais. Et là, tu es en mai-juin. Tu n'as pas besoin d'air conditionné. Non. Pas besoin d'air conditionné, ben ici, là, mais mettons que tu es en janvier puis il fait moins 20. Faut que tu chauffes la place, là. Oui. OK, ben là... on tombe à 180 km. Plus le froid avec la batterie. Là, la planète, il faut qu'elle se réchauffe plus vite que ça. D'après moi, après 1 heure, il faut te reconnecter à patente. Oui, mais 1 heure, des fois, le gars, il part Le gars, quand il est en transit, là, parce que le chauffeur d'autobus, quand il prend sa bus au garage, puis il s'en va à son poste, là, il ne peut pas brûler la moitié de son énergie juste à aller se placer. Là. À un moment donné, ça ne tient pas debout. Pour vrai, là, en réalité, là, on se le dit entre nous autres, là, si c'est 300 km, là, on ne s'est pas fait crosser ordinaire. Là. On s'est fait complètement entuber d'acheter ça. Là. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, mais ça. On s'est fait entuber pas à peu près. On est habitué. On sent plus rien. On va dire de quoi. Tu sais, mais Jeff. Tout s'adapte, là. Tu sais, je veux dire. Moi, je travaille pour la RTC. Au début, un bâton de popsicle, ça fait peut-être mal. Après ça, ils te mettent 3 bâtons de popsicle, ça fait encore mal, mais quand ils en mettent un, c'était plus mal. Ah oui, ils sont rendus avec un autobus. Là. Donc là, après ça, ben, il est arrivé un monsieur, madame. Oui. Puis là, ça a fait mal. Puis il est arrivé un autre monsieur, madame, plus petit un peu. Ça ne sent plus rien. Et là, il est arrivé un monsieur avec un bat de baseball. Il est rentré le bat de baseball. Ouch. Mais là, rentre un sapin. Ouch. Ouch. Là, rentre le bat de baseball. Ça ne sent plus rien. Là, on est rendu que l'autobus. Ouais. Tu sais, il veut dire... à force de se faire avoir de même, on finit par plus rien sentir. C'est ça qui est triste. La gang du G... Oui, c'est ça. La gang du G7 sont au Japon, présentement. Puis ils discutent. Puis l'autre l'affaire, c'est qu'ils veulent mettre de la pression sur la Russie, etc., etc., là. C'est ça, qui ont envahi une partie de l'Ukraine. Bon, ils veulent trouver ils veulent faire mal à la Russie. Mais on l'a vu les images drôles un peu du McDo russe. Là. À un moment donné, McDo, on tirait à la plug là-bas, puis il y avait comme un genre de McDo, un nouveau restaurant, c'est un genre de McDo russe. C'est pareil. Oui. Le McDo est pareil, ça a un autre nom. Tout est là. Il manquait à ce moment-là le Big Mac, mais là, le Big Mac est de retour. Il est de retour. Oui, ils ont tous les fournisseurs. Oui, c'est ça. Les autres fournisseurs, t'arrêtes pas de m'en faire. Ouais, mais là, un McDo est plus là. I don't care. McDo, ils viendront plus. On est chez nous ici, là. C'est nous qui décident. On fait des croquettes, on fait des burgers, on fait des frites. Ah oui, ta gueule. Oui. Il n'y a plus de M, mais... C'est ça. Mais il y a un McDo.
Là, il y a un Kentucky aussi, je pense qu'il a viré. Il y a un Kentucky toute la russe. gang, le Starbucks aussi, ils ont tout, Voilà. tout est resté avec d'autres noms. Là. Mais ça, c'est des affaires, tu sais, ça, c'est de la restauration. Renault. J'ai pogné à un moment donné une liste des compagnies. Regarde, je ne peux pas donner toute la liste, là, Jeff. Là. J'ai 8 pages, 8,5, 14. Bien plein. Là. Mais je suis allé sorti de même, là, au hasard. Renault, là, sont arrivés. Les autres, là, ils fabriquaient des chars là-bas. Ils ont tout laissé sur place. Là, ça s'en va dans une compagnie russe. Il y a une compagnie russe, un genre de GM russe, qui a ramassé toutes les bébelles, les usines, les battantes. Schneider Electric. Schneider Electric, c'est pas connu ici, mais c'est connu en Europe. C'est comme le General Electric européen. OK. Les autres, ils ont tous vendu leurs intérêts là-bas. Là. Ouais, mais là, ça veut dire que toutes les patentes qui servaient, puis tout le savoir-faire est là. Ils ont tout laissé ça là. InBev, la bière. On a parlé beaucoup de l'histoire de InBev, la bière. Ben, le InBev russe, à ce temps, il y a le nouveau InBev qui s'appelle InBev F. C'est le nouveau. La bière, là, elle est restée là-bas, là. Les usines à bière, les affaires. Écoute, InBev, ils ont vendu. Ouais, mais est-ce que tu te rends compte que c'est de la pure folie? Jeff, InBev, sais-tu combien ils ont perdu pour s'en aller? 1,1. Ça a coûté 1,1 milliard de dollars à la compagnie InBev pour laisser gagner sur place puis s'en aller pour faire plaisir au gouvernement. Ouais, on sont malades. Mais pourquoi ils font ça? Oui. Ah, parce que, non, mais ils n'ont pas peur du gouvernement. Ils ont peur de qui? Ils ont peur des médias qui diraient « Hey, Budweiser, InBev sont encore en Russie. Vous devez penser à ça quand vous achetez de la bière. Eux autres, l'Ukraine, ils n'ont pas ça à cœur. » Non, ce n'est qu'une histoire d'image. Il y a les actionnaires de Kinross Gold. Kinross Gold, là, c'est une grosse compagnie canadienne. Ils ont des mines d'or partout dans le monde. Eux autres, ils ont une mine en Russie. Très productive. Ils ont vendu la mine 340 millions à des intérêts russes. Là, les analystes, ils ont dit « Ouais. » Les Russes sont morts de rire. Là, les analystes sont sortis, ils ont dit « Ouais, ils avaient vendu ça 340 millions. Ouais, il fallait vendre l'autre parce que l'autre, on veut sortir de la Russie. » Ils ont dit « Ouais, mais là, il dit d'un chiffre, vous avez vendu ça 50 de sa valeur. » Hey, un peu. La compagnie a liquidé sa mine d'or à la moitié du prix. Ouais, il y a des Russes qui dansent la samba. C'est sûr, les Russes sont morts de rire. Hey, Athletic, je suis en fait dernier. Hey, les Russes sont morts de rire. Jeff! Ils se foncent avec des restaurants, des usines de chars, des mines d'or. Tout leur a été donné pour rien. Oui. Puis Authentic Brands. Authentic Brands, c'est eux qui possèdent la marque Reebok. Reebok un peu moins fort ici, mais en Russie, très fort Reebok. Tu sais, la marque est encore forte. En fait, c'est qu'eux autres, Authentic Brands, disent « il faut sortir de la Russie, il faut sortir de la Russie. Il faut sortir. » Donc là, on veut se débarrasser de la division Reebok. Ça va s'appeler un autre nom, là. C'est-à-dire Bookeré. Ils vont trouver un autre nom. Ça va être Reebok. C'est ça, Reebok. L'affaire, c'est qu'ils ont dit aux Russes « Ah oui, faut partir. » Là, les Russes, « Ouais, les compagnies, ils ne savent pas trop. » Moi, là, il y a un gars qui a levé la main. Il dit « Moi, je le veux. Moi, le Reebok, pas cher. » C'est un gars de la Turquie. C'est une firme de la Turquie qui a acheté tout Reebok russe au complet pour une bouchée de pain. Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est des innocents comme Biden puis toute la gang qui se rencontre en ce moment au Japon. Là, notre gars, nous autres, là. Voyons, tu vois bien que ça compute pas fort en haut. Là. C'était sûr que c'était ça qui allait arriver. Ils sont morts de rire. Puis, sais-tu quoi qu'ils veulent faire aujourd'hui? Ils veulent en rajouter encore. Ils veulent en rajouter. Ils veulent refaire ce qui n'a pas marché. Ça va marcher, là. Ça a zéro marché, l'histoire de l'économie. Là. On fait ça pour leur mettre de la pression, vous allez voir. Oui, on met de la pression, c'est ça. Oui. On a bâti plus un empire russe que d'autres choses. Là. Exactement. Ils sont quasiment maintenant autonomes. Dernière petite affaire. Oui, vite. Rick the Trucker. Tu connais très bien Rick the Trucker. Rick the Trucker Rocker. Oui, c'est vrai. Son image de bouteille de vin. Trump. Oui. Mais on voit Rick dans la bouteille. Oui. Il y a un reflet. Il y a un reflet de la photo. Oui. Il y a une fun à suivre sur, sur Twitter. Il y a comme 2 rangées de bouteilles. Oui. Il y a 2 gars, mais c'est le même gars. OK. Parce qu'on voit 2 gars. 2 gars, mais ils sont pareils. C'est pas des jumeaux. Okay. C'est le même gars. OK, je veux le dire pour le monde des fois que ça m'aide. Oui. Mais là, l'affaire, c'est que moi, je me dis,
j'étais au courant, mais plus ou moins. Je dis, je savais pas trop. Puis je pense que Dennis, notre chum, il a déjà visité la place. Dennis is beautiful. Il est allé en Virginie, lui. Oui, il est allé à Charlottesville, au vignoble, Virginie, au vignoble. C'est 70 000 à l'ouest de Richmond. Oui. Donc, Richmond, mais tu t'en vas vers l'ouest. Je pense que c'est l'autoroute... je vais la trouver, mais je l'ai pris, cette autoroute-là. Tu peux t'en aller sur la 81 à partir de cette autoroute-là. T'es dans le bois bien raide. Je suis allé sur le site Internet trumpwinery.com. My God. C'est beau. Pour vrai? Hein? C'est beau. En tout cas, si un jour... Ça doit être une affaire frauduleuse encore. Ben non. Non, c'est... Ah, puis je trouve ça pas... Il y a hôtel sur place, tu peux coucher là, telle affaire. Hey, j'ai vu que, c'est sûr, toutes les wineries, c'est de même. Tu peux aller faire un petit tour, puis tu goûtes à des vins. Mais quand même, tu t'inscris sur le tasting. Tu goûtes 6 vins différents. Tasting, t'as peu. T'es dans le... Il y a un tasting room, là, de toute beauté. Hey, ça coûte juste 45$. Aller goûter du vin chez Trump. C'est la 64 que je cherchais. OK. 45$ US, par personne, Jeff, mais pour goûter 6 vins dans le tasting room chez Trump. Je m'excuse. C'est un méchant bon deal. Moi, si un jour, je roule dans ce coin-là, c'est sûr que je me prends une nuit. Pas une semaine, ça coûte trop cher. Une nuit, parce que je vais prendre un peu de vin, je vais me coucher une nuit à l'hôtel du vignoble. trumpwinery.com. Vous irez voir ça. Wow! T'aimes Trump, toi. T'aimes Trump. Ça en dit long. Tu Ça en travailles dit long? avec Filion, toi? Oui, moi, je travaille avec Filion. Ouais. Je travaille avec Filion. Ouais. Ça paraît, hein? Moi, je l'avais deviné. Ouais, c'est ça. Extrémiste. Ouais. Radical. Climato-sceptique. Oui. Bonne fin de semaine. Ouais. Toxique. T'as oublié Toxique. OK, ça marche. OK. Salut, Jerry Toxic. Merci, Mr. Toxic White. Mon nom est Jeff Fillion, le climato-sceptique. On est de retour mardi, parce que lundi, c'est congé. Semaine de péquistes pour vrai la semaine prochaine. Parle-moi de ça. Yes, sir. On en profite, on se reparle mardi. Et d'ici ce temps-là, ben gars, enjoy. Beaucoup de hockey. Pas de F1 en fin de semaine est annulé, mais quand même, beaucoup de choses ce week-end. Donc, il y a un gros tournoi de golf. C'est le PGA Championship à Richmond. Non, pas Richmond. À Rochester, New York, pas loin d'ici. Rochester, New York. Bon week-end, on se reparle mardi. See ya. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate.